Je préfère à la fin, il y aura une réponse à toutes les questions. D'accord. Ils Vous peuvent aurez les écrire, questions. oui, ils peuvent écrire les questions sur le champ Oui. et je répondrai à toutes les questions. Barakallahu fik. Alors, les questions seront écrites sur le chat et après, le professeur se fera un plaisir de vous répondre. Merci à vous. Je vais suivre avec vous. Je vais éteindre mon micro. Merci, professeur. Mer- Merci, Madame Gouga. Bonjour, chers collègues. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un sujet qui est très important, très fréquent, pas très bien connu, souvent banalisé par les médecins. C'est la stéatose métabolique qu'on appelle actuellement la MASLD. C'est Metabolic Associated Steatosis Liver Disease. C'est une nouvelle nomenclature. Nous allons comprendre cette nomenclature et apprendre comment faire devant un patient présentant une stéatose métabolique. Donc, MASLD, nouvelle nomenclature et approche pratique. Donc, la MASLD, c'est l'hépatopathie stéatosique métabolique ou Metabolic Dysfunction Associated Steatosic Liver Disease, MASLD. C'est la première cause de maladie chronique du foie actuellement. C'est un motif principal de consultation en hépatologie. C'est une affection qui est grave. Elle s'associe à une morbimortalité élevée d'origine cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire est multipliée fois 3. Elle s'associe aussi à une morbidité hépatique très augmentée à cause de son évolution vers la cirrhose hépatique et le cancer. Donc, la MASLD est une des principales indications de la transplantation hépatique actuellement aux USA. Tout l'intérêt des moyens diagnostiques non invasifs du degré de la fibrose hépatique, on ne pourra pas faire de la biopsie hépatique à tous nos patients. C'est une pathologie qui est très fréquente. Donc, il y a l'évolution des moyens diagnostiques non invasifs. Elle a un intérêt thérapeutique visant à arrêter la progression de la fibrose, qui, vous allez voir par la suite, c'est l'élément pronostique le plus important. En absence de traitement pharmacologique efficace, actuellement, il n'y a que les mesures hygiéno-diététiques qui représentent un traitement efficace de cette pathologie. Donc, qu'est-ce qui a changé? La MASLD, anciennement appelée NAFLD, pour non-alcoolic fatty liver disease, qui était définie par la présence de stéatose hépatique, à l'imagerie ou à l'histologie, à la biopsie hépatique, une stéatose hépatique qui atteint plus de 5% des hépatocytes, en absence de toute cause secondaire d'accumulation de graisse hépatique, telle qu'une Recording in consommation progress. importante d'alcool, en absence de toute cause secondaire d'accumulation de graisse dans le niveau du foie, telle qu'une consommation en alcool significative. Elle est définie chez la femme de plus de 20 grammes par jour et chez l'homme de plus de 30 grammes par jour. Ou bien une prise de médicaments connus d'être stéatogènes ou une anomalie congénitale qui peut être à l'origine de la stéatose. Donc, vous voyez, c'est un diagnostic qui était d'élimination et on met l'exerce sur la consommation d'alcool, qui n'a rien à voir dans la physiopathologie de la NAFLD. Donc, la présence de comorbidités métaboliques telles que l'obésité, le diabète et la dyslipidémie, vous voyez que la définition dans la nomenclature NAFLD, ils ne sont pas du tout précisés. Non-alcoolic fatty liver disease. On n'entend pas le mot métabolique, on ne comprend pas que c'est une pathologie qui est en rapport avec un problème du métabolisme. Donc, c'est une nomenclature qui est insuffisante. Il y a eu une réflexion d'experts. Elle ne correspond pas à la physiopathologie et à la pathogénèse de la stéatose hépatique, qui est en effet un dysfonctionnement purement métabolique. Et elle met l'accent sur une consommation d'alcool. Donc, on met l'accent, on précise qu'il y a non-consommation d'alcool, mais dans la nomenclature d'une maladie métabolique, pourquoi parler de l'alcoolisme qui n'a rien à voir? Donc, c'est une nomenclature qui favorise c'est la nécessité d'une nomenclature qui favorise l'aspect physiopathologique de la surcharge stéatosique, donc nécessité de changer de nomenclature. Donc actuellement, on parle de MASLD. NAFLD devient MASLD. C'est un désordre métabolique associé à la stéatose métabolique. Donc, elle est définie par la présence chez des patients d'une stéatose hépatique et au moins un des 5 signes
de facteurs de risque cardio-métabolique. Donc, stéatose hépatique à l'imagerie et au moins un des 5 facteurs de risque cardio-métabolique qui sont une obésité ou un surpoids, une IMC qui dépasse les 25 kg par mètre carré, ou bien un tour de taille qui dépasse 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Donc, premier critère métabolique. S'il s'associe à une hépatique, on définit la massette, ou bien une glycémie à jeun qui est supérieure à 1 gramme par décilitre, ou bien une glycémie 2 heures après la prise de 75 grammes de glucose qui est supérieure à 1,40 g par décilitre, ou bien une hémoglobine glyquée qui dépasse les 6,7, ou la présence d'un diabète type 2 carrément. Donc, c'est soit un diabète, c'est soit la définition d'un prédiabète. Donc, premier critère, soit un surpoids ou une obésité, soit un prédiabète ou diabète, soit une hypertension artérielle avec des chiffres tensionnels qui dépassent 135-85 mm de mercure, ou bien un patient qui est connu sous traitement antihypertenseur, un taux de triglycérides qui dépasse 1,5 g par décilitre, retenez les chiffres, ou bien un patient qui est déjà sous traitement hypolipémiant, un taux d'HDL cholestérol, le bon cholestérol, le cholestérol protecteur qui est inférieur à 0,4 g par décilitre chez les hommes ou inférieur à 0,5 g par décilitre chez les femmes, ou bien un patient qui est déjà sous traitement par statine ou un traitement pour hypocholestérolémie. Donc, vous voyez, un de ces 5 critères, plus une stéatose hépatique, permet de nous définir la MASLD, la Metabolic Associated Steatosic Liver Disease. Donc, la nouvelle classification qui a été proposée récemment, c'est que dans le spectre de maladies stéatosiques, on a la MASLD dont on va parler aujourd'hui. On a la MET-ALD, c'est quoi? C'est une MASLD qui est associée à une prise d'alcool. Vous voyez, parce qu'un patient qui prend l'alcool, il a été éliminé dans l'ancienne définition. Donc, il prend l'alcool, c'est bon, c'est pas une AFUND, c'est pas la maladie stéatosique. Mais actuellement, on a une classification qui va de la MASLD jusqu'à d'autres origines, la stéatose hépatique, qui ne sont pas métaboliques. Et dans la prise d'alcool, on a une entité MASLD plus ALD, c'est-à-dire c'est une stéatose métabolique combinée d'origine stéatosique et d'origine alcoolique. Parce qu'un patient qui prend de l'alcool, il a le droit d'être diabétique, il a le droit d'être obèse, il a le droit d'avoir une dyslipidémie, donc il peut avoir un syndrome métabolique qui est associé à cette prise d'alcool et ça va encore aggraver la situation. Donc ça, c'est une entité à part qui a été étudiée parmi les maladies stéatosiques. Après, on a la stéatose hépatique d'origine alcoolique, les stéatoses hépatiques d'autres origines, prise de médicaments, stéatosiques d'origine infectieuse ou cryptogénétique. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble cette première classe qui est la MASLD. Très bien. Donc, qu'est-ce qui a changé? Autrefois, on parlait de MASLD qui va se compliquer de NAFLD, pardon, qui va se compliquer de NASH. Actuellement, la MASLD, le NAFLD devient MASLD et la NASH, la NASH va devenir MASH. Donc, la MASH, c'est la stéatohépatite associée au désordre métabolique. C'est la stéatose hépatique comme dans la MASLD, avec présence de l'inflammation et d'une souffrance cellulaire. Donc, c'est le début de remaniement inflammatoire au niveau de la glande hépatique. J'aurai de ma surcharge graisseuse avec présence d'inflammation, de souffrance cellulaire à type de ballonisation. Une fois j'ai les phénomènes inflammatoires installés, ça va ouvrir la porte à la fibrose hépatique. Donc, j'aurai une évolution de la fibrose qui sera minime, stade F1, puis une fibrose stade F2, puis un septa, stade F3, puis nodulaire, stade F4. Il va conduire à l'installation d'une cirrhose hépatique avec ses différentes complications. Donc, on parle de fibrose significative à partir de stade F2 de métavir. Il faut savoir qu'environ un quart des stéatoses hépatiques s'associent à ces phénomènes inflammatoires, donc sont déjà au stade de MASH. Et 20% de MASH vont avoir une évolution vers la fibrose significative. Les derniers écrits sur la MASLD, c'est lors de la dernière réunion de la ACD, American Association of Liver Disease, donc c'est l'association américaine d'études du foie, on a décrit la MASLD comme un tsunami. C'est un tsunami des maladies du foie. Il y a une prévalence mondiale actuellement rapportée de 38%, alors que récemment on parlait d'un chiffre de 25%. Donc novembre dernier, on a parlé d'un chiffre de 38%. En 2020, il y avait 27,8% de population qui présentait une MASLD. Selon un modèle d'étude de population, c'est très inquiétant. Donc, il y a eu un modèle d'étude qui vont voir
qu'est-ce qui se passe actuellement comme évolution durant ces dernières années et prochainement, qu'est-ce qui va se passer si on continue, s'il n'y aura pas de changement dans les règles d'hygiène dans l'environnement, on aura un véritable tsunami. Il y aura une augmentation de la prévalence de la massine dans la population américaine de 27,8% en 2020 à 34,5% en 2050. Je parle des États-Unis parce que c'est le premier pays touché, mais c'est équivalent, c'est mondialisé actuellement. Même dans notre pays, il y a beaucoup de syndromes métaboliques et on va s'attendre à la même évolution. Donc, il y aura une augmentation de la prévalence de la MASH aussi, qui va passer de 0,4% à 2,1%. Un nombre de cas de carcinome hépatocellulaire qui vont augmenter. Ça va passer de 10 400 à 19 300 si on ne fait rien dans 20 ans. Une multiplication par deux du nombre de greffes hépatiques qui sera lié cette fois-ci non pas aux cirrhoses d'origine virale, aux l'origine alcoolique, mais ce sera à l'origine métabolique en premier. Une augmentation de la mortalité des maladies hépatiques qui va passer de 0,4% de l'ensemble des causes de décès à 1%. Vous voyez, parmi les causes de décès globales, hépatique, extra-hépatique, accident de la route, de la mortalité dans le monde, ça va passer de 0,4% à 1%. Vous voyez l'ampleur de la gravité de cette maladie. Donc, ces prédictions effrayantes, qu'on appelle le tsunami des maladies du foie, seront réelles si aucun changement dans la prise en charge de la masse saine n'est effectué, aucune mesure n'est prise pour contrôler les facteurs contributifs, en particulier le diabète et l'obésité. Donc, c'est un fléau qui a accompagné ces maladies métaboliques. Et si on ne stoppe pas, si on n'arrête pas l'évolution du diabète et de l'obésité, il y aura un véritable problème de santé publique. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui est très complexe. Elle est secondaire à des problèmes du microbiote, de la génétique, de l'épigénétique, un problème de la santé métabolique. Donc, elle est en rapport aussi avec la diète, avec les facteurs environnementaux. Donc, la mastite, c'est une pathologie qui est complexe. Elle implique l'interaction de nombreux paramètres génétiques, de l'environnement et épigénétiques. La génétique serait responsable de 40 à 50% de l'expression de la mastite dans la population générale. C'est un polymorphisme, on parle d'un single nucléotide polymorphisme SNP, qui sont les principales modifications géniques associées au développement de la mastite. Donc récemment décrit, il y a des gènes qui favorisent l'apparition de la mastite et qui favorisent son évolution vers la MASH, vers l'inflammation. Et on comprend à peu près pourquoi, on peut comprendre pourquoi certains patients vont avoir des évolutions sévères et certains vont être au stade de la mastite longtemps. Ils sont longtemps protégés. Donc, il y a des facteurs aussi de l'environnement, un apport alimentaire qui est inadapté, apport alimentaire avec un excès calorique, un déséquilibre nutritionnel, des anomalies parfois qualitatives. Donc, même si la quantité elle est adaptée, parfois des anomalies qualitatives du sucre. On parle actuellement des sucres ajoutés de type sucrose. Vous voyez, c'est pas un sucre qui est connu, c'est pas un sucre qui est naturel. C'est du fructose qui est modifié. Et malheureusement, c'est le sucre qui est le plus utilisé en industrie. Et ça fait toute la gravité. C'est un sucre qu'on utilise dans les boissons, dans les sodas, dans les gâteaux, parce le coût, il est très faible. Donc, on l'appelle HFCS, High Fructose Corn Syrup. Il est obtenu à partir du sirop de maïs et utilisé comme additif dans de nombreuses boissons ou aliments industriels sucrés. Il est pourvoyeur de mastite et favorise aussi l'évolution de la mastite vers la mâche. Son mécanisme, c'est qu'il favorise une lipogénèse de nouveau, donc la synthèse des triglycérides en intrahépatique. Il bloque la voie d'oxydation des acides gras au niveau hépatique, donc il favorise l'accumulation des triglycérides. Et c'est un sucre qui est très dangereux. Ce n'est pas le sucre normal qu'on retrouve au niveau des fruits, ou bien c'est même pas le saccharose, c'est un sucre qui est hautement modifié. C'est l'effet d'une réaction chimique du maïs qui va d'entraîner un fructose qui est industriel, purement industriel, et ça fait toute la gravité. Vous comprenez un petit peu pourquoi les facteurs de l'environnement, l'hygiène de vie, elles contribuent à un rôle très important dans l'apparition de la masse. Très bien. Deuxième facteur, la sédentarité. Elle participe à une balance énergétique entrée-sortie excédentaire. Donc, conséquence, un stockage dans le tissu adipeux.
Au-delà d'un certain seuil variable d'un sujet à l'autre, on note une augmentation du tissu adipeux sous-cutané qui s'accompagne de différentes anomalies. Vous savez, le tissu sous-cutané adipeux, ce n'est pas un tissu inerte, c'est une véritable glande endocrine. Il y aura de l'inflammation. Il y aura la présence de cellules inflammatoires telles que les macrophages, les lymphocytes, les cellules dendritiques et l'engagement de cytokines pro-inflammatoires tels que l'interleukine 6, l'interleukine MB et d'acides gras, lipolyses dans la circulation portale. Donc, vous voyez, la sédentarité, elle va permettre la formation de tissu adipeux qui est une source d'inflammation. Donc, au niveau hépatique, qu'est-ce qui va se passer? Les lipides qui proviennent de ces tissus adipeux sous-cutanés, c'est la première source, 60% des cas. Elle provient aussi de l'alimentation, 15% des cas, du foie lui-même. On a parlé d'une lipogénèse de nouveau. Donc, cette graisse va être stockée au niveau du foie, ça va générer une stéatose hépatique et il y aura une excrétion aussi par le biais de VLDL, de triglycérides. Donc, le VLDL, c'est un équilibre. J'aurai les triglycérides qui sont transportés par les VLDL et j'aurai des triglycérides qui vont former la stéatose hépatique. Donc, la présence d'une stéatose hépatique pure, le plus souvent associée à un bon pronostic hépatique. La gravité, c'est quand j'aurai les phénomènes inflammatoires dont je vous ai parlé. Donc, une stéatose hépatique sans inflammation, elle va rester longtemps quiescente. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Donc, le stockage d'acide gras libre sous forme inerte de triglycérides n'est pas associé à des lésions hépatocytaires. C'est l'inflammation qui va s'installer qui sera le point de départ des maladies. Donc, c'est une maladie qui est très complexe. Elle est secondaire à un défaut d'expansion de la stéatose hépatique, ce qui entraîne une accumulation de lipides particulièrement toxiques pour l'hépatocyte. Donc, cette notion de lipotoxicité qui est importante. Elle va induire un stress cellulaire et c'est le stress oxydatif. Une fois ces lipides seront toxiques, elles ne sont pas inertes, j'aurai des réactions d'oxydation, un stress oxydatif. C'est le stress au niveau du réticulum endoplasmique, un dysfonctionnement mitochondrial, une altération de l'autophagie, donc des mécanismes de défense des cellules. Et c'est ces dysfonctionnements mitochondriaux qui vont activer des signaux de mort cellulaire. J'aurai de la nécrose, une apoptose hépatocytaire. Donc, vous voyez, la surcharge graisseuse, elle va entraîner des phénomènes inflammatoires qui vont aboutir à une mort cellulaire des hépatocytes, d'où la MASH. Donc, la lipotoxicité, elle augmente le stress du réticulum endoplasmique qui, au final, peut générer des signaux de mort cellulaire et amener à la production d'interleukine 1B, c'est une cytokine, c'est une puissante cytokine pro-inflammatoire. Donc, le foie va sécréter encore des cytokines qui vont encore aggraver et entretenir l'inflammation déjà initiée. Cette souffrance ou la mort hépatocytaire, elle va libérer des molécules qui vont activer encore des cellules inflammatoires hépatiques. Donc, j'aurai l'apparition, ce que je viens de vous dire, d'une MASH, d'une stéatose hépatique associée aux problèmes métaboliques. Donc, métabolique associated stéatohépatite. Hépatite, donc j'ai de l'inflammation hépatique et c'est le point de départ de réaction de cicatrisation et de la fibrose dont je vous ai parlé. La fibrose hépatique, c'est le facteur pronostic le plus important. Donc, les différents signaux cellulaires vont activer les cellules stellaires en myofibroblast et initier la fibrogénèse jusqu'à la cirrhose hépatique. Donc, vous voyez, d'une surcharge graisseuse qui est d'apparence bénigne, on a un stress oxydatif mitochondrial du réticulum endoplasmique qui vont aboutir à des réactions inflammatoires, à de l'apoptose hépatocytaire, à de la MASH, le stéatohépatite. C'est une véritable hépatite c'est une véritable hépatite d'origine métabolique qui va aboutir à une fibrose hépatique. Elle va se comporter exactement comme un virus, comme une maladie auto-immune. C'est une surcharge graisseuse qui est à l'origine d'une inflammation hépatique, d'une hépatite chronique qui va évoluer vers la cirrhose hépatique. Il faut savoir, en ce qui concerne la MAFLD, la gravité de la MAFLD, ce n'est pas une atteinte purement hépatique. C'est une atteinte qui est multisystémique. C'est une atteinte qui va toucher plusieurs organes. Pourquoi? Parce que c'est un syndrome métabolique qui est associé à cette atteinte hépatique. Donc, j'aurai des complications liées à l'atteinte hépatique elle-même. J'aurai une augmentation des cancers hépatiques et surtout extra-hépatiques. J'aurai une ostéoporose, j'aurai l'apnée du sommeil. Il y a une obésité abdominale, il y a le diabète type 2, il y a les maladies cardiovasculaires associées, il y a anomalie du rythme cardiaque, une anomalie rénale, syndrome cardio-rénal actuellement aussi qui est associé à la MAFLD. J'aurai le syndrome des ovaires polykystiques et même des maladies auto-immunes qui seront associées telles que le psoriasis. Donc vous voyez que c'est une maladie qui va toucher plusieurs systèmes. Ce n'est pas une maladie purement hépatique.
Il s'agit d'un processus dynamique. J'aurai une évolution, vous voyez ici à gauche un foie normal, une surcharge graisseuse qui peut être longtemps d'aspect bénin, donc j'aurai F0, F1, il y a un début de formation de la fibrose hépatique. Là, tout le changement commence. Là, je vous ai dit, il y a des facteurs génétiques, des facteurs liés au microbiote, des facteurs liés à l'environnement qui font cette transition d'une stéatose simple à la MASH. Et ça fait toute la gravité de la MASLD. Parce que MASLD, c'est tous les stades de la stéatose hépatique jusqu'au stade extrême de la fibrose hépatique. Mais ce qui fait la gravité, c'est cette transition. Quand j'ai une stéatose hépatique qui commence à être active, donc l'activité avec des phénomènes de ballonisation, de l'inflammation hépatocytaire qui vont évoluer vers un phénomène cicatriciel qui est normal. Chaque inflammation, l'organisme, il répond par une cicatrisation, par de la fibrose. Donc j'aurai de la fibrose hépatique qui fera toute la gravité. Elle sera la cirrhose hépatique, elle sera le siège d'un cancer hépatique et elle va engendrer toutes les complications que vous connaissez d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, ce tournant évolutif, il est très important et la stéatose hépatique à ce stade-là, si on arrive à gérer les facteurs de l'environnement, activité sportive, une bonne hygiène de vie, on peut éviter cette progression. Donc, vous voyez ici un foie normal, j'aurai de la stéatose qui est simple, j'aurai l'évolution vers la NASH, actuellement MASH, avec ou sans fibrose, et l'évolution se fera en plusieurs années. En général, cette évolution va prendre 20 à 30 ans environ, et au stade de cirrhose hépatique avec ses complications. Ce qui est important à retenir, c'est que le risque de cancer hépatique n'est pas uniquement au stade de cirrhose hépatique. Même au stade de stéatose simple, il y a une élévation de l'incidence de CHC sur une simple stéatose hépatique. Vous voyez la gravité. Dès l'installation de l'inflammation et de la fibrose hépatique, j'aurai une incidence qui est de 5,29. Et au stade de cirrhose hépatique, elle rejoint l'origine cirrhotique de tous les CHC. Mais vous voyez, même avant la cirrhose hépatique, j'ai un risque de cancer hépatique qui est élevé. Vous voyez la gravité de cette surcharge graisseuse hépatique. Donc, il s'agit d'un processus dynamique. Je vous ai dit, on va passer de la stéatose à une stéatohépatite, puis à la fibrose aux différents stades, qui sera pourvoyeuse d'une insuffisance hépatique. Donc, j'aurai un risque hépatique qui est important. La fibrose hépatique, c'est le facteur pronostic le plus important. Elle va passer de F0, F1, F2, F3 et F4. Ce qu'il faut retenir, le risque accru d'accident cardiovasculaire vont s'associer à cette fibrose hépatique. Plus j'ai l'évolution de la fibrose hépatique, plus j'ai d'accidents cardiovasculaires qui sont corrélés et qui font toute la gravité. D'ailleurs, la mortalité par accident cardiovasculaire, elle s'élève au cours de la maladie et c'est la première cause de mortalité. Donc, le facteur pronostic, c'est la fibrose. La première gravité, c'est les accidents cardiovasculaires associés. Je vous ai dit que la masse est une maladie systémique, donc elle s'associe à des maladies cardiovasculaires, elle s'associe au syndrome métabolique et ça fait toute la gravité. Ce n'est pas une maladie purement hépatique. J'ai le risque de cirrhose hépatique, effectivement, comme toutes les maladies hépatiques. J'aurai le risque d'insuffisance hépatique et de cancer hépatique, mais ce qui est important, c'est que la fibrose hépatique, elle est corrélée aux accidents cardiovasculaires. Donc, il faut savoir que la mast va s'associer au syndrome métabolique, donc j'aurai augmentation de l'insulino-résistance. J'aurai au cours de la stéatose hépatique une hypertension artérielle qui va s'associer, un diabète qui est associé. Ce diabète, il sera déséquilibré en présence de stéatose hépatique, il sera corrélé à la stéatose hépatique. En effet, les besoins en insuline, il y a eu des études qui montraient un besoin en insuline qui est élevé en cas de stéatose hépatique. Et si la stéatose régresse, les besoins en insuline vont réduire. De même, l'hémoglobine glyquée. Je peux avoir un suivi de la stéatose hépatique. Si la stéatose hépatique, elle régresse, j'aurai mon hémoglobine glyquée qui serait réduit sans que je fasse un dosage d'hémoglobine glyquée. Je saurai, si je corrige la stéatose hépatique, l'hémoglobine glyquée, elle sera corrigée. Là, ça vous montre encore que la stéatose hépatique associée aux problèmes métaboliques, aux maladies métaboliques, est une véritable maladie qui s'intègre dans un contexte de maladie du système. C'est une maladie qui est multifactorielle. Elle n'est pas isolée. Donc, j'aurai l'hypertension artérielle, j'aurai le diabète, j'aurai l'athérosclérose. Il y a une augmentation de la prévalence des lésions athéromateuses au cours de la maladie. J'aurai une augmentation du risque cardiovasculaire.
Il faut savoir que parmi les facteurs de risque d'avoir un diabète, la NAFLD était inscrite dans ce travail-là. J'ai tous les facteurs qui sont associés à l'apparition d'un diabète de type 2. J'ai la MASLD qui est inscrite parmi ces facteurs. Donc, c'est une interaction qui est bidirectionnelle. J'ai les syndromes métaboliques qui m'entraînent la MASLD et j'ai la présence de MASLD qui va m'aggraver, qui va favoriser l'apparition des problèmes métaboliques, en particulier le diabète type 2. Vous voyez, donc l'interaction, elle est des deux côtés. Dans cette méta-analyse, on voit que le risque de développer un diabète, dans toutes les études, vous voyez ici, elles sont toutes à droite, est de 2,22 en présence d'une NAFLD. Dans cette étude-là, vous voyez, le risque est multiplié. Dans toutes les études, on trouvait la même chose. J'ai, en présence de stéatose hépatique, j'ai le risque de diabète qui est multiplié. Donc, la MAFLD, c'est une stéatose hépatique, elle va évoluer vers la MASH, puis vers la fibrose hépatique. Elle va influer sur l'apparition d'un diabète type 2 et du syndrome métabolique. Donc, le niveau d'insulinorésistance il est plus élevé avec une augmentation de la concentration des cytokines pro-inflammatoires, en particulier TNF, TNF-alpha et les interleukines. Donc, ils vont favoriser encore cette inflammation. Elle va favoriser l'insulinorésistance qui est pourvoyeuse d'un prédiabète puis d'un diabète. Il faut savoir que le contenu hépatique en graisse est corrélé à la quantité d'insuline nécessaire pour traiter les patients diabétiques de type 2. Ça veut dire, si j'arrive à régresser ma stéatose hépatique, je vais contrôler mieux mon diabète de type 2. J'aurai besoin de moins d'insuline. Le diabète de type 2, les syndromes métaboliques, ils vont aussi aggraver l'évolution de la stéatose hépatique vers la MASH. Donc, on a parlé tout à l'heure des facteurs génétiques. Je vous ai dit, il y a des gènes qui protègent. J'aurai une MASLD au stade de stéatose hépatique. Elle restera bénigne plusieurs années, peut-être qu'elle ne va jamais évoluer vers la MASH. Il y a certains patients qui vont rester au stade de stéatose hépatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, les mesures régiodiététiques, elles sont indiquées à tous les niveaux, mais il y a d'autres patients qui vont passer à la MASH, passer au phénomène inflammatoire. Le diabète type 2, la présence du diabète type 2, ah bon, elle va faciliter, elle va aggraver l'évolution de cette stéatose hépatique vers une stéatohépatite métabolique, donc vers la présence des phénomènes inflammatoires. Et elle est corrélée à l'accélération de la progression vers la fibrose hépatique. Si on compare des patients diabétiques à des patients non diabétiques, les patients diabétiques sont plus à risque de développer de la fibrose hépatique à partir d'une MASLD par rapport à des patients non diabétiques. Vous voyez, c'est une interaction qui est très contigue entre le diabète type 2 et la MASLD. Ici aussi, je vois qu'il y a un déséquilibre lipidique en présence de la MASH. On voit ici, plus l'hémoglobine glyquée est élevée, par exemple supérieure à 8,5, plus la prévalence de la MAFLD, elle augmente. Chez des patients qui sont bien équilibrés, il y a un cas environ qui auront cette MAFLD, anciennement appelée, c'est des anciennes études, c'est pour ça qu'on parle de MAFLD. Actuellement, on parle de MASLD ou bien de MAFLD. Donc, la MASLD, elle est associée, elle est vraiment associée. Inférieure à 6, j'aurai que 27%. Vous voyez, ça grimpe jusqu'à 70% en présence d'une hémoglobine glyquée qui est élevée. Donc, c'est le miroir, si vous voulez, la stéatose hépatique, c'est le miroir de l'hémoglobine glyquée chez le diabétique. Donc, ça veut dire qu'elle nous renseigne sur l'équilibre diabétique aussi bien que l'hémoglobine glyquée. Donc, la fibrose évoluée avec un taux normal de transaminase suggère que le paramètre est très loin ou est insuffisant pour évaluer la gravité d'une NASH. Donc, quand on parle de stéatohépatite d'origine métabolique, la MASH actuellement, c'est un diagnostic purement à la biopsie hépatique. Je n'ai pas de paramètres. On va voir après pour la fibrose hépatique, j'ai des marqueurs non invasifs pour évaluer cette fibrose. Mais contrairement à ça, la stéatohépatite d'origine métabolique, la MASH, j'aurai que la biopsie hépatique qui va me montrer l'inflammation, elle va me montrer la ballonisation des hépatocytes. Donc, je n'aurai pas un moyen pour permettre d'identifier cette activité inflammatoire. Et il y a eu donc des travaux qui ont montré que même la cytolyse hépatique, qui est d'habitude qui est corrélée à la nécrose hépatocytaire, parce que quand j'ai la cytolyse hépatique, ça veut dire qu'il y a une souffrance des hépatocytes, et bien des études qui ont montré qu'il y a des patients qui n'auront jamais d'élévation de la cytolyse hépatique. La cytolyse hépatique, c'est pas un bon paramètre qui va me définir la présence de l'inflammation au niveau de
de cette stéatose hépatique. Donc, ce n'est pas un bon paramètre de la MASH, la cytolyse hépatique. J'aurai souvent un patient qui n'a pas de cytolyse hépatique alors qu'il est en train d'évoluer à bas bruit. Donc, attention d'être faussement rassuré. Très bien. Donc, la MAFLD, on a vu ensemble qu'elle aggrave l'évolution d'un diabète type 2 et le diabète type 2 aussi favorise l'évolution de cette MAFLD vers la MASH et vers la fibrose hépatique. Donc, c'est vraiment une réaction qui est bidirectionnelle. Et ce qu'il faut retenir, c'est la MAFLD, je vous ai dit, c'est une cause de mortalité de maladies cardiovasculaires élevées, de cancer hépatique et de cancer extra-hépatique. Et aussi le diabète type 2 lui-même, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Vous voyez, la maladie cardiovasculaire, elle aura une double origine, de la MAFLD et du diabète type 2. Et ça fera toute la gravité chez les patients diabétiques. Ils auront deux facteurs pourvoyeurs de ces maladies cardiovasculaires. Donc, si nous arrivons par les mesures régionétiques, par l'activité physique, à rompre cette chaîne, on va réduire la mortalité de différentes origines au cours de la MAFLD. Donc, c'est cette relation qu'il faut rompre justement. On va essayer d'améliorer la MAFLD pour ne pas aggraver le diabète et on va essayer d'équilibrer le diabète correctement, suivant le patient, éducation thérapeutique, pour réduire la MAFLD. Donc, ici, dans ce travail, vous voyez, plusieurs études retrouvent que la mortalité au cours de la MAFLD est d'origine cardiovasculaire. C'est la première mortalité, première dans différentes études. C'est la première mortalité au cours de la MAFLD. Un patient qui souffre d'une MASLD, d'une stéatose d'origine métabolique, sa mortalité en premier est causée par une maladie cardiovasculaire. On voit dans ce tableau, c'est à peu près 40% de maladies cardiovasculaires, 43% des patients, presque la moitié. Vous voyez, 20% de cancer non digestif, un cancer extra-digestif dans 20% des cas. Donc, plus de la moitié des cas vont décéder soit d'une complication cardiovasculaire, soit d'un cancer extra-hépatique. Viendra après les autres origines. Ça veut dire le carcinome hépatocellulaire qui va suivre soit une cirrhose hépatique, soit directement, les infections, les cancers du tube digestif, la cirrhose hépatique, vous voyez uniquement 4%. C'est-à-dire, si on parle de MAFLD comme maladie hépatique, comme les autres origines d'hépatopathie chronique, c'est 4% de cirrhose hépatique uniquement. Il y aura 4% qui vont mourir, qui vont décéder par complication de la cirrhose hépatique. Mais regardez, c'est ça l'intérêt, tout l'intérêt de notre communication. La MASLD, elle s'inscrit parmi le syndrome métabolique. C'est plus de la moitié des cas de mortalité par maladie cardiovasculaire et par cancer extra-digestif. Donc, le facteur prédicteur de la mortalité dans la MAFLD, c'est le stade de fibrose hépatique. Je vous ai dit tout à l'heure, la fibrose hépatique, elle est associée aux complications hépatiques, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire que nous connaissons dans toutes les maladies chroniques du foie. Mais l'effet le plus important, plus j'ai de la fibrose hépatique, plus j'ai des maladies cardiovasculaires et plus j'augmente la mortalité d'origine cardiovasculaire. Donc, ici, dans ce travail, vous voyez, quelle que soit la cause de mortalité au cours de la MASLD, quelle que soit la cause de mortalité, elle s'élève avec le degré de la fibrose hépatique. Au cours de la fibrose avancée, j'aurai une mortalité élevée, d'origine cardiovasculaire le plus souvent. Et ici, vous voyez le ratio d'une mortalité d'origine hépatique. C'est le stade F4 qui est associé à une mortalité élevée, ici d'origine hépatique. Mais même dans l'origine non hépatique, vous voyez qu'elle est corrélée au stade de la fibrose hépatique. Donc, si j'arrive à stopper cette fibrose hépatique, je augmenterai mon espérance de vie. Je vais éviter la mortalité d'origine hépatique et extra-hépatique. C'est la fibrose hépatique qui est le facteur pronostic. C'est la fibrose hépatique qui est le facteur pronostic de l'évolution de cette masse. C'est une maladie qui est le plus souvent silencieuse. Donc, moins de 10% de diagnostic chez le spécialiste. Et souvent, même nos confrères médecins, quand on diagnostique cette maladie, on a la tendance à la banaliser. C'est juste une surcharge de graisse dans le foie. On ne sait pas que c'est une véritable inflammation qui va s'installer et qu'un risque de maladie cardiovasculaire est installé et que la fibrose va s'installer insidieusement et que les paramètres biologiques, en particulier transaminases, ne sont pas corrélés à l'inflammation. Je peux avoir une MASH que je ne peux pas dépister en dehors de la biopsie hépatique
et cette image va évoluer vers la fibrose alors que je n'ai pas de cytolyse hépatique. Donc, je ferai un bilan hépatique, cytolyse, il n'y a pas de cytolyse et ça va absolument rien dire. C'est un véritable iceberg. Il faut faire attention. Stéatose hépatique, il ne faut plus la banaliser, il faut la suivre. Il faut toujours suivre le patient pour réduire la dangerosité de cette maladie, pour un petit peu améliorer la prise en charge de l'évolution des maladies métaboliques associées. Donc, dans la population générale, si on voit, c'est une maladie qui est très fréquente, la stéatose hépatique. On a besoin d'identifier les personnes qui sont à risque. Certaines personnes qui vont développer de la fibrose hépatique. Donc, il nous faut des éléments cliniques de stratification du risque, des patients qu'on va suivre de très près pour voir est-ce qu'ils n'auront pas une évolution qui sera fatale. Donc, les patients âgés de plus de 50 ans, il faut les surveiller. Les patients diabétiques, c'est très important de les surveiller. On a vu que le diabète, il aggrave l'évolution du cercle stéatose. Il favorise l'apparition d'une MASH. Il favorise l'apparition d'une fibrose hépatique. En faisant familial de cirrhose hépatique d'un membre de premier degré, donc si j'ai un patient qui a son père ou bien son frère qui a de la cirrhose hépatique, donc ça se voit qu'il aura certainement lui aussi une évolution vers la cirrhose hépatique. Donc c'est des patients qu'il faut surveiller de près. Ou bien c'est plus de trois éléments du syndrome métabolique que vous connaissez. On a vu tout à l'heure un surpoids, un prédiabète, une diminution du HDL cholestérol, une élévation des triglycérides. Donc, ces facteurs-là, si j'ai au moins trois éléments du syndrome métabolique, c'est des patients à surveiller de près. Donc, actuellement, on dispose de facteurs d'évaluation non invasive de la fibrose hépatique. Donc, au lieu de réaliser une biopsie hépatique chez tous les patients, c'est un examen qui est invasif. Il y a des tests qui sont fiables. J'ai le NAFLD Fibrosis Score, NFS, et le FIB4 est très utilisé en pratique. C'est très simple. C'est des paramètres sanguins qui sont très simples à utiliser et qui ont une bonne sensibilité, une bonne spécificité pour essayer de retrouver les patients qui sont à risque de développer une fibrose. Élastographie impulsionnelle, le fibroscan aussi, c'est un moyen non invasif, c'est une pulsation et on va étudier la vitesse de propagation d'une onde de pulsation et on aura une valeur qui va nous estimer la fibrose hépatique. Je peux avoir une quantification par l'IRM, mais il y a le coût et ce n'est pas toujours disponible. La biopsie hépatique, on la gardera uniquement dans le cas où il y a des comorbidités. Par exemple, j'ai de la stéatose hépatique qui est associée à une maladie auto-immune, à une autre pathologie. Par exemple, je suspecte notre pathologie associée. Là, c'est l'intérêt de la biopsie hépatique. Mais actuellement, la biopsie hépatique pour diagnostiquer la fibrose, on a des moyens non invasifs euh, qui ont une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Donc, le FIB4, vous pouvez l'utiliser dans votre pratique. Moi, je vous invite à le faire. Il faut juste installer l'application. Il est très simple. Il dépendra de l'âge, taux d'azate, taux de plaquettes et taux d'anate. Donc, vous utilisez ces paramètres-là, vous aurez un chiffre. Et à partir de 4, j'aurai de la valeur prédictive de 66% d'avoir une fibrose hépatique. Donc, il m'indique qu'il y a un risque de fibrose hépatique s'il est supérieur à 4. S'il est inférieur à 1,45, ça, on peut le faire en consultation tous. Ça veut dire que le patient n'a pas encore commencé à développer cette fibrose hépatique et tout l'intérêt des mesures régio-diététiques pour éviter cette évolution. Et le NFS, voici ses paramètres. Aussi, c'est l'âge, le BMI, taux d'azate et d'anate, taux de plaquettes, taux d'albumine. Là aussi, j'ai une bonne valeur prédictive positive de la présence du fibron significatif F2 à partir de 0,6. Donc, devant une stéatose hépatique, avec ou sans cytolyse, j'élimine l'éthylyse. Je confirme ma stéatose hépatique à l'imagerie. J'élimine autre cause d'élévation si j'ai une cytolyse hépatique. Bien sûr, on réalisera au moins un bilan hépatique, un bilan d'hépatopathie chronique, par exemple une sérologie virale. Je vais voir s'il n'y a pas une atteinte qui peut m'élever les transaminases. Après, on doit stratifier le risque par des moyens non invasifs. Donc, on réalisera le FIB4 et le NFS. On parlera de risque faible si le patient n'a pas de surpoids, il est jeune, il n'est pas diabétique, il n'a pas de syndrome métabolique, un taux d'alate qui est normal.
un faible FIB4, un faible NFS, National Fibrosis Score, un fibroscan qui est inférieur à 5. Ici, c'est une stéatose bénigne, donc on est plus ou moins tranquille, même qu'à ce stade-là, il faut pas perdre de vue le patient, il faut insister sur l'activité physique pour réduire cette stéatose hépatique. On lui expliquera qu'à ce stade-là, vraiment, elle est totalement réversible et elle va éviter l'apparition d'un prédiabète. Donc, ici aussi, même si le risque est faible, c'est des patients qu'on doit conseiller, on ne va pas les perdre de vue. Le risque, il est intermédiaire devant un BMI qui est supérieur à 30, donc un sujet obèse, un sujet âgé de plus de 40 ans, s'il y a moins de 3 éléments de syndrome métabolique, si j'ai, quel que soit le taux d'ALAT, j'ai un FIB4 qui est inférieur à 3, un FS aussi qui est intermédiaire entre moins 1,4 et 0,6 et un fibroscan qui est intermédiaire entre 6 et 10. Et si je peux avoir un début de phénomène inflammatoire et je peux avoir un début de fibrose hépatique. Donc là, dans cette zone grise intermédiaire, on peut proposer une biopsie hépatique pour être plus sûr. Biopsie hépatique, ça me permettra d'évaluer l'activité qui n'est pas évaluée par des moyens non invasifs et la fibrose hépatique. Je peux avoir un risque élevé, donc si un patient est obèse, il est âgé de plus de 50 ans, il a plus de 3 éléments de syndrome métabolique, une cytolyse hépatique, il a un FIB4 qui est significatif, un score d'appris significatif, un FS qui est significatif, et un fibroscan qui sera aussi élevé et qui peut arriver jusqu'à supérieur à 20. Dans ce cas-là, donc, certainement, le patient qui a tous ces paramètres-là, un fibroscan qui est élevé, j'aurai certainement des phénomènes inflammatoires avec la fibrose significative F4, F3. Et là, le risque est élevé de cirrhose, de complications cardiovasculaires. C'est un patient qu'on doit vraiment suivre de près dans l'éducation thérapeutique et pour le suivi des autres facteurs cardiovasculaires, cardiométaboliques. Donc actuellement, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour stopper ce tsunami? On va agir sur le poids. On a vu que le surpoids, c'est un facteur du syndrome métabolique et c'est un facteur de la MAFLD. On va équilibrer l'hypertension artérielle. Un grand rôle du diabète, on l'a vu ensemble, le diabète lui-même pourvoyeur de maladies cardiovasculaires et pourvoyeur d'aggravation de la MASLD en MASH et en fibrose hépatique. Donc, équilibrer ce diabète est très important. Et on ne pourra pas agir en 2024 que sur les habitudes de vie, sur l'alimentation, la qualité du sommeil et l'activité physique. C'est le seul moyen. Donc, les dernières recommandations, on doit prendre en charge l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie. On va facteur d'athérogénèse. Le but, c'est de prévenir les maladies cardiovasculaires, prévenir l'apparition du cirrhose hépatique. Donc, tout l'intérêt de stratification, comme on a vu. On va stratifier le risque. Notre patient, quand il est là, on va stratifier, on va voir son profil. Est-ce qu'il a un faible risque, un risque intermédiaire ou un haut risque? Bien sûr, on va suivre de près tous ces patients. Mais le haut risque, ça veut dire il a commencé déjà d'avoir des problèmes métaboliques. Il faut faire très attention. Donc, l'examen physique et le bilan complet va permettre de définir le diabète qui est souvent associé. On va voir les paramètres anthropométriques de notre patient. Et aussi, cette stéatose hépatique, est-ce qu'elle est associée ou non à une souffrance hépatocytaire? Mais que je vous ai dit, la fausse souffrance peut être là sans avoir de la cytolyse hépatique. Donc, c'est une approche qui est multidisciplinaire. On a vu que la mastite, ce n'est pas une maladie du foie uniquement. La première cause de mortalité, elle est cardiovasculaire. Ça se voit que c'est une maladie qui s'inscrit au sein de syndrome métabolique, de maladie métabolique. Donc, une réduction du risque cardiovasculaire est très essentielle. Il faut dépister et traiter les comorbidités. C'est une nécessité absolue. Si je dois régresser ma mastite, je dois équilibrer mon diabète, je dois équilibrer ma tension artérielle et je dois faire maigrir mon patient. La perte de poids, elle est essentielle grâce aux mesures diététiques et à l'activité physique qui est très importante. Une pharmacothérapie individuelle pour le prédiabète et le diabète. Donc, si on peut traiter efficacement le diabète et le prédiabète, un bon équilibre diabétique, il est corrélé à la réduction de la MASLD. Une stratégie de prévention pour les personnes atteintes du NAFLD, donc une fibrose hépatique avancée, là, dès le stade de F3, je commencerai déjà mon dépistage du carcinome hépatocellulaire. Je ne vais pas attendre le stade de cirrhose hépatique F3, F4. Je fais une échographie tous les 6 mois et on peut même l'associer à une dose de phytoprotéines. Donc, ce processus dynamique, heureusement, il est réversible.
même au stade de fibrose hépatique, il y aura une réduction de la fibrose hépatique si je fais maigrir mon patient et si j'équilibre mes facteurs métaboliques. Donc, une modification du style de vie est indispensable, en particulier la perte pondérale. Si j'arrive à faire maigrir mon patient, la stéatose hépatique, elle sera réduite, les phénomènes inflammatoires, ils seront réduits, et même la fibrose hépatique, autrefois on disait qu'elle est irréversible, elle est en réalité réversible. On pourrait avoir même une réduction de la fibrose hépatique. Donc c'est très important. Il faut corriger les désordres métaboliques. Je corrige mon obésité, je corrige le diabète et je l'équilibre, je gère mon syndrome métabolique, je dois corriger ma dyslipidémie et je réduis mon risque cardiovasculaire. Donc, la prévention primaire, au stade initial, à ce stade-là, c'est la tâche de tout médecin, spécialiste et omnipraticien. Donc là, une prévention primaire, on va gérer les facteurs de l'environnement, donc on va faire maigrir le patient, on va insister sur l'équilibrage du diabète, ça va permettre de réduire l'arrivage à une fibrose significative de stade F2. Et une fois la fibrose elle est significative, ça suppose que j'aurai des complications qui vont commencer, l'hypertension portale, l'insuffisance hépatique. Là aussi, il faut impérativement rechercher les complications de la cirrhose hépatique. Donc je commencerai mon dépistage du carcinome hépatocellulaire et mon dépistage des varices œsophagiennes de l'hypertension portale. Donc, à ce stade initial, c'est très important d'agir sur la modification du style de vie et même au stade de cirrhose hépatique, je dois continuer à modifier le style de vie, donc mesurer géodiététique afin de réduire les paramètres métaboliques, même au stade de fibrose avancée, parce que même cette fibrose-là, elle peut régresser. Je peux même réduire les complications de la cirrhose hépatique. Donc, les mesures géodiététiques à tous les stades de la mastocyte, de la stéatose simple jusqu'au stade de fibrose significative. Donc, si j'arrive à faire maigrir mon patient, à équilibrer mon diabète, il y aura une régression de la fibrose et de la MASH. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré les travaux? La perte pondérale, il faut avoir une approche avec notre patient qui est personnalisée. C'est une approche qui est très attentive, c'est très important. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile quand on est habitué à un style de vie de changer son style de vie. Donc on explique, en lui expliquant la gravité de cette maladie. C'est pas une simple, comme on a l'habitude d'entendre en consultation, c'est une simple graisse au niveau du foie. Non, c'est une véritable bombe de lipokine. C'est une véritable bombe de cytokine, d'inflammation qui va entraîner des maladies cardiovasculaires, qui va entraîner des cancers extra-hépatiques. C'est pas le carcinome hépatocellulaire qu'on voit au cours de la cirrhose hépatique, mais d'autres cancers, cancer du sein, cancer d'ovaire, cancer d'utérus, cancer du côlon, qui seront associés à cette MASLD. Donc attention. Et ce qui est important et ce qui va encourager le patient, c'est on va pas avoir des objectifs trop stricts, qui sont d'ailleurs déconseillés. Nos médecins, on ne doit pas lui dire que tu as 50 kilos à perdre, tu pèses par exemple 130 kilos, tu dois arriver à 80 kilos, ou bien tu as 40 kilos à perdre. Il faut lui expliquer qu'un début de perte pondérale est très important. Un pourcentage. Regardez, si je perds par exemple juste 3% du poids, ça veut dire quelqu'un qui pèse par exemple 120 kilos, 3%, ou bien je dirais 130 kilos, 3%, c'est environ 4 kilos. 4 kilos en quelques mois. Je réduirais déjà mon risque de stéatose hépatique de 35 à 100%. Je peux avoir disparition de la stéatose hépatique. Si j'ai de l'inflammation, une perte pondérale de 5% uniquement. C'est-à-dire, on doit faire bouger le poids. 5%, par exemple, quelqu'un qui pèse 100 kilos, je dirais 100 kilos. S'il perd 5 kilos de son poids, donc je n'ai pas besoin d'avoir arrivé à 65 kilos, à son poids idéal. Il arrive seulement à 95 kilos. Donc progressivement, l'essentiel c'est de faire bouger le poids. 100 kilos à 95 kilos, je réduirai déjà jusqu'à 100%, jusqu'à totalement les phénomènes inflammatoires au niveau du foie. Si j'arrive à faire mon patient de 7% de perte pondérale. Donc, par exemple, quelqu'un qui pèse 120 kilos, s'il se réduit 7%, c'est environ 115 kilos. Il est toujours obèse, mais je suis arrivée à faire bouger un petit peu le poids. J'aurai plus de la moitié qui vont régresser leur MASH, la stéatohépatite qui est pourvoyeuse de la fibrose hépatique. Et si je perds plus de 10% du poids, j'aurai dans la moitié des cas une régression de la fibrose hépatique. Donc, si on explique aux patients
que les objectifs ne sont pas trop stricts, c'est-à-dire je réduis le poids progressivement, très progressivement. Donc, je réduis mon poids de 7 à 10%. Donc, un objectif qui est faisable, qui peut y arriver. Pas d'emblée, on lui dit tu as 50 kilos de surcharge, tu vas les perdre. Ou bien tu as 30 kilos à perdre, tu as une année pour les perdre, tu vois comment faire. Non, on lui dit tu as un problème hépatique, il y a de la stéatose hépatique, il y a des phénomènes inflammatoires qui sont installés. Si tu arrives à faire bouger ton poids de quelques kilos, tu pèses 80 kilos, si tu arrives à 78 kilos, les 2 kilos que tu perds, ça va régresser l'inflammation au niveau du foie, ça sera plus acceptable. Donc l'approche médecin-patient est très importante. Et normalement, on va même se faire aider par un diététicien ou bien on va être formé en diététique. C'est très important parce qu'il n'y a pas de traitement. On va encore voir après dans la pharmacologie, il n'y a aucun traitement qui a l'AMM actuellement. Les essais ont été tous négatifs. Il nous reste l'hygiène de vie qui est un traitement, un véritable traitement. Donc la perte pondérale progressive a objectif facile à atteindre. On ne va pas fixer des objectifs trop stricts qui ne seront pas et le patient ne revient pas. Ils ne seront pas atteints. Donc des objectifs qui sont réalisables. Et vous voyez, l'intérêt, il est tout là. Même une simple réduction du poids sans arriver au point idéal, elle va réduire la masse. Réduire la masse, ça veut dire réduire le risque cardiovasculaire et augmenter l'espérance de vie. Très bien. Donc, la restriction énergétique, on va essayer de réduire la ration de 500 à 1000 kilocalories, perdre 7 à 10% du poids initial, mais à long cours. Donc, objectif, par exemple, perdre 2 kilos en 6 mois, 1 kilo par mois, au maximum 500 grammes par semaine. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de le faire perdre 3 kilos par semaine ou certains régimes restrictifs. Ils sont vraiment dangereux et ils seront suivis d'un effet yo-yo. Donc, le patient va encore emmagasiner de la graisse puisqu'il en était. Donc, c'est important, un suivi attentif et il faut être patient. La patience et un suivi au long cours, donc une perte pondérale qui sera progressive. Le régime méditerranéen, c'est un régime qui est très conseillé. Il est pauvre en graisse et il évite aussi les graisses animales qui sont pourvoyeuses de cancer colorectal et d'autres anomalies. Il favorise les hydrates de carbone à faible index glycémique. Donc, si on veut enrichir l'alimentation de notre patient, on va favoriser, par exemple, les sucres lents. Les sucres lents, c'est les bleus complets. Donc, si on peut, et s'il peut se permettre des glucides à blé complet, c'est encore mieux. On évite les sucres raffinés et surtout, je vous ai dit tout à l'heure, les sucres transformés qu'on trouve dans l'industrie. C'est moins grave s'il prend un gâteau qu'il prépare lui-même avec son sucre ou bien avec des fruits, avec des dattes. Il y a des astuces à faire que qu'il achète un gâteau ou qu'il achète du soda alors que c'est du sucre qui est transformé, qui est très dangereux. Il est pourvoyeur directement d'une lipotoxicité extrême. C'est le maïs qui a été transformé chimiquement pour donner le goût sucré. C'est même pas du sucre. C'est un sucre qui est transformé et qui est très grave. Il est pourvoyeur de, de, de mast cell. Donc, si on doit conseiller notre patient, on lui explique ses dangerosités. Si il peut prendre un sucre, par exemple, il a le droit une fois par semaine d'une collation sucrée, par exemple, il se fait plaisir une fois par semaine pour qu'il puisse suivre son régime, au moins que ce soit un sucre qu'il fabrique lui-même, pas industriel. Parce que dans l'industrie, c'est le sirop de maïs qui est utilisé, qui est très dangereux. Donc, l'apport de fibres, c'est très important. On essaiera d'apporter au moins 5 morceaux de fruits et légumes par jour. Ça, c'est l'hygiène générale. Donc, ça suit l'hygiène de tout le monde. On doit tous avoir des fibres dans notre alimentation. Les fibres, ils vont permettre un effet de satiété. Donc, ça va réduire l'alimentation. Ça va toujours commencer par une bonne assiette de salade. C'est ce qu'on conseille à nos patients en consultation. Et cet apport de fibres aussi, il a un effet aussi protecteur par l'élimination des toxines et par correction du microbiote. Un microbiote sain, c'est un patient qui va équilibrer son diabète, qui va équilibrer son déséquilibre métabolique. Donc, un apport en fibres, ça enrichit notre microbiote et ça devient un microbiote qui est sain, qui est un métabolisme qui est sain. Le fructose, il faut éviter les sodas, j'insiste encore, et les régimes riches en fructose. En général, l'industrie, elle utilise dans les gâteaux qu'on achète chez le boulanger, ils n'utilisent pas le sucre normal, ils utilisent le sirop de maïs qu'il faut éviter. C'est quelque chose à bannir de notre alimentation. On a vu ensemble que la mastite, il peut y avoir un patient qui prend de l'alcool et là, la mastite, c'est la deuxième classe. Donc aussi, il faut réduire les comorbidités. Donc l'alcool elle va encore induire une atteinte hépatique qui va se rajouter au syndrome métabolique. Donc j'aurai un effet conjoint des deux causes de stéatose hépatique. Tu as aussi un patient
qui est stéatosique, il ne faut pas qu'il prenne du pop, il ne faut pas qu'il prenne de l'alcool qu'il n'augmente pas pour n'augmente pas l'évolution vers la fibrose hépatique. Très bien, le café, c'est un antioxydant, il n'a pas de limitation. Donc, en plus d'une alimentation qui sera équilibrée, riche en fibres, réduite en sucre, l'exercice physique, l'activité physique est très important. L'activité physique, elle doit être maintenue en long cours. C'est très important de faire marcher notre patient. Donc, 150 à 200 minutes par semaine, activité modérée en 3 à 5 séances, une marche rapide, une vélo. Et là, il faut respecter la préférence du patient, il faut respecter aussi son aptitude. L'activité physique, elle est adaptée à son statut, parce que le plus souvent, les patients ont des problèmes mécaniques. S'il a une arthrose, par exemple, je ne vais pas lui dire, tu vas faire un vélo, une course, c'est la marche. L'essentiel, il faut qu'il bouge une marche, donc une activité physique, j'insiste encore, qui est adaptée selon le patient, selon son activité. Sur le plan pharmacologique, je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu plusieurs cibles qui ont été essayées, des antimétaboliques, des anti-inflammatoires, des antifibrotiques, des médicaments qui ont essayé d'agir sur le microbiote intestinal pour réduire la toxicité au niveau des adépocytes, des médicaments qui ont essayé d'être efficaces, mais il n'y a aucun médicament n'a prouvé son efficacité pour réduire les phénomènes inflammatoires et les phénomènes de fibrose hépatique au stade 3. Donc, toutes les études ont été négatives malheureusement. Et jusqu'à présent, en 2024, il y a toujours des essais qui se font sur d'autres molécules, bien sûr, mais il reste un problème d'hygiène de vie. Donc, on réduit la fibrose hépatique en réduisant tous les facteurs métaboliques et en améliorant la sensibilité à l'insuline. Donc, aucun médicament n'a un AMM. Donc, j'arrive à la fin de mon exposé. Donc, la stéatopathie métabolique, c'est un problème de santé publique. La MAFLD, c'est un facteur de risque de diabète type 2. Elle accélère l'évolution du diabète type 2 et entraîne un déséquilibre du diabète. Le diabète type 2 aussi accélère l'évolution de la MAFLD. Je vous ai dit vers la MASH et vers la fibrose hépatique. Le pronostic est lié à l'importance de la fibrose. Donc, toute l'anomalie, tout l'intérêt de réduire la fibrose hépatique, parce que la fibrose hépatique, elle s'associe à une mortalité cardiovasculaire élevée, à une mortalité hépatique par carcinome hépatocellulaire. Le diagnostic précoce de cette fibrose hépatique est très important parce qu'un diagnostic précoce, il permettra une prise en charge précoce. Elle doit être multidisciplinaire. Donc, on va équilibrer le diabète s'il est là, on va faire maigrir le patient, on va gérer la dyslipidémie, on va améliorer les conditions de vie, on a favorisé l'activité physique. Donc, les méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose ont modifié considérablement la prise en charge. Donc, actuellement, une simple évaluation en consultation permet déjà de connaître le stade de fibrose hépatique et de la prédire efficacement. Donc, intérêt d'un contrôle différent des ordres métaboliques, c'est le traitement actuel. On doit gérer sur tous les problèmes métaboliques, sur l'obésité, sur le diabète, sur la dyslipidémie. Un traitement actuel de la MASH repose sur l'application des conditions hygiéno-diététiques associées à une activité physique adaptée. Donc, le seul traitement actuel, c'est l'activité physique et équilibrage du syndrome métabolique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. Merci, Madame Gougan. Merci. Là, vous avez des questions apparemment. Pas beaucoup, mais vous en Voilà, si vous avez. permettez, on va essayer de voir pour les questions. Très bien, la chirurgie bariatrique, donc je vais répondre à cette question. Elle a un grand intérêt. La chirurgie bariatrique, elle va réduire l'évolution de la masse. Il y a eu des régressions, même un équilibre du diabète. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est un traitement de l'obésité. Le traitement de l'obésité, donc, c'est par palier. C'est pas un traitement de première intention. La chirurgie bariatrique, c'est en cas d'échec d'un traitement bien mené sur l'hygiène de vie, donc l'activité physique, euh, un régime, euh, un régime alimentaire qui est suivi correctement par un diététicien. Parce que la chirurgie bariatrique, c'est vrai, elle est efficace, mais il faut faire attention. C'est une décision qui est multidisciplinaire. C'est pas le chirurgien tout seul, c'est pas le nutritionniste tout seul, mais il faut vraiment un bon expertise avant d'indiquer une chirurgie bariatrique. Mais c'est avéré que la chirurgie bariatrique, dans le traitement de l'obésité, elle a équilibré le diabète et elle réduit les facteurs métaboliques et elle améliore la masse, effectivement. Je vous remercie, madame. Merci pour ces compliments. C'était un plaisir d'être avec vous. La durée pour la régression de la stéatose hépatique,
Moi, dans ma consultation, bon, il n'y a pas d'études vraiment qui nous montrent ça, mais en général, c'est 1 à 2 ans. Il faut être patient. Même les patients, quand ils reviennent, ils ont maigri, ils veulent recontrôler par l'échographie leur stéatose hépatique. Je leur dis que c'est pas le temps. Je refais pas l'échographie. Je sais que la stéatose est toujours là. En général, je refais dans 1 année. Et là, j'ai eu des patients, on aura des plaques, quelques plaques de stéatose hépatique qui vont contraster avec un foie normal. On dirait une anomalie, c'est pas de l'anomalie. C'est la stéatose hépatique qui commence à se dissiper. Et si le patient se corrige, j'ai beaucoup de patients qui ont fait disparaître leur stéatose hépatique. Je vous assure, les patients qui ont maigri, qui ont équilibré leur diabète, je ne trouve plus la stéatose hépatique. Ou bien, si la stéatose hépatique, c'était un écran blanc. Vous savez, quand je mets la sonde, c'est un écran blanc. Si le patient arrive à maigrir, arrive à équilibrer son diabète, je vous assure, pendant 1 année, je retrouve une stéatose hépatique. Si je la compare avec l'écogénicité du rein, elle sera beaucoup moins écogène. Donc, je lui dis que c'est moins brillant qu'avant, qu'il y a même si c'est subjectif, mais c'est moins brillant. C'est une maladie qui s'intègre au sein du syndrome métabolique, ne l'oubliez pas. Donc, corriger la masse, c'est corriger, c'est équilibrer le diabète, c'est réduire le poids. Et encore, je vous ai dit, le traitement, c'est ça, c'est les mesures régio-diététiques. Il faut être patient. S'il faut, il faut s'entraîner d'une diététicienne, ou bien il faut étudier la diététique. Nous, médecins, déjà, on doit maîtriser la diététique. Il faut savoir, c'est très important. Ça ne suffit pas de dire il y a de la graisse dans le foie, il faut perdre du poids. Ça ne suffit pas de dire ça, il faut expliquer. Si dans un mois, tu essaies de réduire 1 kilo, déjà, tu vas réduire l'inflammation qui est pourvoyeuse de cancer, qui est pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires. Et en même temps, je vais essayer de traiter mon diabète parce que même une hémoglobine glycée qui est élevée, elle favorise l'évolution vers la fibrose hépatique. Et aussi, si j'améliore ma masse, par exemple la perte pondérale, l'hémoglobine glycée, elle sera réduite et j'aurai besoin de moins d'insuline. Ça, c'est des études qui l'ont prouvé. La symptomatologie, je vous ai montré l'iceberg. C'est une maladie, c'est une pathologie qui est asymptomatique. En général, je réalise mon échographie dans le cadre de bilan d'un diabète, d'une obésité pour la rechercher, ou bien un patient qui vient pour des douleurs abdominales. Donc, je mets la sonde et je retrouve en face du stéatose hépatique. Il n'y a pas de symptômes de la stéatose hépatique, il n'y a pas de douleur abdominale, il n'y a rien. Il y a le syndrome métabolique qui est là, le plus souvent. Excellente question. Non. Non, mon cher collègue, ni la CRP, ni le taux de ferritine, ni les plaquettes. C'est une inflammation de bas grade. L'inflammation au cours du syndrome métabolique, c'est l'inflammation de bas grade. Ce n'est pas une inflammation qui sera estimée par les paramètres habituels. Donc, un sujet obèse, déjà, il est en inflammation. Mais ce n'est pas l'inflammation qu'on retrouve, par exemple, au cours des maladies articulaires. C'est une inflammation de bas grade. Elle est secondaire à la décharge d'adipokine par le tissu adipeux et ça va entraîner de la stéatose hépatique, un déséquilibre, une insulinorésistance et un déséquilibre du diabète. Donc, là, même pour la cytolyse hépatique, si elle est là, ça signe une souffrance hépatique. Parce que la masse elle-même, c'est une cause d'élévation de la cytolyse hépatique. C'est une cause la plus fréquente actuellement. Elle rejoint les virus. Elle rejoint les virus. Donc, si j'ai une cytolyse hépatique chronique, je recherche la stéatose hépatique systématiquement. C'est une des causes. Mais en l'absence de cytolyse hépatique, attention de croire qu'il n'y a pas de phénomène inflammatoire au niveau du foie. Combien de diabétiques, il y a eu des études qui sont au stade de MASH et qui ont évolué de la fibrose sans, en aucun jour, ont augmenté leur taux de transaminase. Aucun jour. Merci à vous. Donc, les symptômes, c'est pas aussi symptomatique. J'aurais juste une obésité, un diabète, j'aurais un. Oui, l'apnée du sommeil, elle est associée. C'est le syndrome métabolique, elle est associée à la MASLD. Je vous ai dit, elle n'est pas isolée, c'est pas une maladie du foie. Elle s'associe à l'apnée du sommeil. D'ailleurs, on dépiste ces patients. Un patient qui vient pour des problèmes de respiration, il est obèse, apnée du sommeil, on fait une échographie systématiquement à la recherche de la MASLD. Il ne faut pas oublier. Dans le suivi des patients, par exemple, j'ai un patient diabétique, c'est la prise, par exemple, je sors un peu de la MASLD, je vais parler du diabète. Actuellement, dans les dernières recommandations, c'est la prise en charge, si vous avez entendu, holistique. Holistique, ça veut dire que ça ne suffit pas de traiter mon diabète et de voir son hémoglobine glyquée. Holistique, ça veut dire que je dois équilibrer son diabète, le faire maigrir s'il est obèse, améliorer son HDL cholestérol, c'est-à-dire gérer tous les paramètres métaboliques. Et c'est ça qui fait qu'un patient diabétique aussi, je dois traiter l'apnée du sommeil. Il a dépisté d'abord, il a traité, faire une échographie abdominale pour rechercher la masse et la surveiller parce que la fibrose hépatique, elle est pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires et de cancer.
On va voir avec Madame Gougam si elle a enregistré, elle va envoyer l'enregistrement. Bon. C'est un foie brillant. Je pense que je l'ai mis dans une plaque. Je pense, c'est un foie d'échographie, c'est un foie qui est brillant. Il est blanc, le foie. Je ne sais pas si vous avez un échographe, c'est simple à diagnostiquer. Parfois, dès que je mette ma sonde au niveau de l'hypochondre droit, j'aurai un foie qui est brillant, qui est blanchâtre. Et la stéatose hépatique, sur la, pour apprécier la quantité de la surcharge lipidique, normalement, c'est l'IRM qui quantifie. Mais je peux, chez un échographiste qui est expérimenté, je peux avoir, s'il est très brillant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de surcharge. S'il est moins brillant, c'est la dose hépatique qui est minime. C'est-à-dire l'échogénicité du foie, elle s'approche de l'échogénicité des reins. Merci à vous. Merci à Mira Tamini. Merci, c'est un plaisir moi aussi d'être avec vous. L'inflammation, non, je vous ai dit, ni un bilan biologique, ni l'échographie abdominale permet de retrouver la MASH. Il n'y a que la biopsie hépatique qui n'est pas effectuée. Il n'est pas recommandé de faire des biopsies hépatiques au cours de la stéatose hépatique parce que c'est très fréquent. Et parce qu'on n'aboutira à rien. Il y a une stéatose hépatique qui est là, elle va évoluer vers la fibrose. Et je vous ai dit, tout au long du stade de la fibrose hépatique, F0 jusqu'à F4, c'est les mesures régio-diététiques. Il faut maigrir le patient, il faut équilibrer le syndrome métabolique, il faut équilibrer tous les paramètres, le diabète, la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie. Donc, voilà, le stade de l'inflammation, on n'a pas de paramètres non invasifs. Mais qui dit stéatose hépatique dit déjà qu'il y a un remaniement inflammatoire qui va s'installer. Qui va s'installer. Même la cytolyse hépatique n'est pas un bon paramètre à surveiller. Donc, nous, ce qui nous intéresse, la stéatohépatite, une fois elle est là, il y a un début de fibrose. Donc, je peux évaluer par moyen non invasif la fibrose hépatique, ce qui est recommandé. De toute façon, de toute manière, il faut expliquer aux patients que cette stéatose hépatique, elle peut être au stade d'inflammation, il y aura une véritable sécrétion de cytokines et de lipotoxicité, elle sera pourvoyeuse de fibrose hépatique. Elle peut être pourvoyeuse de cancer. Donc, on va lui expliquer ça, c'est pour le motiver. Le motiver, mais encore une fois, j'insiste, une prise en charge qui doit être par palier, par palier. Donc, je lui mettrai un objectif qui n'est pas très sévère pour qu'il le suive. Voilà, une perte de poids de 2 kilos, par exemple. Je vais calculer 5% de perte de poids. Il pèse 100 kilos, on va essayer d'arriver à 95. On lui explique 95 kilos déjà. Si tu arrives en un mois, en 2 mois, en 6 mois à les perdre, 1 kilo par mois, c'est largement suffisant. Ça va permettre de réduire cette inflammation. Ça va permettre de commencer à réduire cette fibrose hépatique. Sur le plan biologique, bon, si j'ai une cytolyse initiale, bien sûr, je vais la suivre. Et la cytolyse initiale, sur le régime diététique, sur l'amaigrissement, elle va s'améliorer. Si j'ai par exemple une MASH avec une souffrance hépatocitaire qui s'est traduite biologiquement par un taux d'alerte augmenté, par exemple à 3 fois la normale, en constatant que vous allez les suivre tous les 3 mois, et vous allez voir que les alertes vont être réduites. Donc, le cytolyse hépatique va être réduit. Bien sûr, n'oubliez pas, en cas de cytolyse hépatique, recherchez d'autres étiologies. C'est un patient qui a le droit de faire une autre maladie. Si tu es patient, tu as le droit d'avoir une maladie auto-immune associée. Donc, on fait un bilan minimal étiologique d'hépatopathie chronique. Voilà. Si j'ai une guérison échographique, bien sûr, si le patient reprend du poids ou s'il déséquilibre son diabète, si les facteurs métaboliques sont là, il peut avoir une récidive de la stéatose hépatique, effectivement. Mais en général, si on arrive à suivre le patient correctement, toujours le motiver, une activité physique, même une marche, il peut marcher 10 minutes, il peut arrêter de marcher 10 minutes. En général, 30 minutes de marche par jour, c'est suffisant pour un patient qui est très obèse, qui ne peut pas faire d'une activité sportive en salle, par exemple. Donc, toujours le faire bouger, il faut les faire bouger. Faire bouger le patient, réduire l'alimentation progressivement. Bien sûr, il faut un suivi diététique qui est très rapproché. L'encourager toujours, l'encourager, jamais le décourager. Si on peut faire des séances d'éducation thérapeutique, ça serait bien. Un ensemble de malades qui se partagent leur expérience, qui vont s'auto-encourager, si vous voulez. C'est très bien parce que c'est la perte pondérale qui est le seul traitement actuellement. Pour la cibétaïe, effectivement, c'est un traitement qui améliore un petit peu le microbiote, il améliore la digestion, le problème de dyspepsie.
Il a été constaté qu'il peut améliorer un peu la stéatose hépatique, mais ça, il n'a pas l'AMM. Il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements qui améliorent un petit peu, mais ils n'ont pas l'AMM, c'est-à-dire l'efficacité sur la régression de la fibrose hépatique n'est pas sûre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut réduire le syndrome métabolique. Il faut réduire tous les paramètres métaboliques. Oui, elle régresse, la stéatose hépatique, c'est ce que je viens de dire. Elle régresse, les phénomènes inflammatoires régressent et même la fibrose hépatique régresse. Même un patient au stade de F3, il peut devenir F2. Ce mesure est géodiététique, effectivement. Elle doit être progressive, la progression du poids, je vous l'ai dit, elle doit être progressive pour éviter deux phénomènes. Le phénomène yo-yo, déjà parce qu'une perte pondérale qui est rapide, rapidement, il y aura le patient qui va arrêter son régime, il est frustré, il y aura un effet yo-yo avec des répercussions qui sont gravissimes et un régime aussi trop strict, il est source de déficit nutritionnel. Attention, il y a des obèses qui sont malnutris en même temps. Parce que s'il fait un régime strict, il va réduire ses apports vitaminiques, ses apports en protéines. Donc, on n'a rien fait, on n'a pas réussi. Parce qu'attention, il ne faut pas qu'il réduise trop ses muscles aussi. Donc, ici, stéatose, facteur métabolique, quelle base? On fait le suivi biologique. Donc, le suivi biologique, je vous ai dit, il y a les paramètres métaboliques. Si c'est un patient qui est diabétique, c'est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, si elle était à 8, elle est réduite à 6, à 6,5. Donc, l'objectif, déjà, le traitement du diabète, je dois réduire mon taux d'hémoglobine glyquée. Donc, il y a le suivi d'hémoglobine glyquée. Après, il y a le suivi des paramètres biologiques, de la dyslipidémie. Je vais essayer d'augmenter mon taux d'HDL cholestérol et réduire le taux d'LDL cholestérol, réduire le taux de triglycérides. Vous savez, le taux de triglycérides, il est lié à la glycémie. C'est des sucres, c'est des lipides qui sont d'origine du glucose, c'est la synthèse du glucose, donc il faut réduire l'apport en glucose, en sucre rapide, pour réduire le taux de triglycérides. Donc, le suivi, ce sont les paramètres du syndrome métabolique et le bilan hépatique s'il a été perturbé auparavant. Mais je vous ai dit souvent, le bilan hépatique est normal. Attention, il y a de la stéatose hépatique qui est un signe de malnutrition, par exemple. Donc, un patient qui est maigre, ça peut, par exemple, les cœliaques, je peux retrouver de la stéatose hépatique, ce n'est pas la stéatose hépatique métabolique. Là, au contraire, c'est un patient qui est malnutri, elle va se corriger avec la renutrition du patient. Là, la question pour de Elmira. Les statines, ils ont une indication pour corriger le taux de cholestérol. C'est la dyslipidémie, bien sûr. Et les objectifs, la dose d'un statine, elle dépend des facteurs de risque cardiométabolique. Donc, j'aurai une dose de statine qui sera adaptée à l'objectif, à mon objectif thérapeutique. Et ce qui est important à dire, que même si j'ai une cytolyse hépatique, attention, la statine n'est pas contre-indiquée. On peut utiliser les statines à tout stade de MASH ou de MASLD. Elle n'est pas contre-indiquée par l'atteinte hépatique. Au contraire, les statines améliorent la MASLD. Donc, je dois traiter le facteur métabolique qui est le cholestérol. Ces bétaillines, je vous ai dit, il n'y a pas d'études. C'est des constatations. Ils disent qu'elle va améliorer la stéatose hépatique, mais je vous ai dit, ce n'est pas un traitement qui a l'AMM et c'est juste des constatations, peut-être parce qu'elle agit sur le microbiote. Donc, en améliorant notre microbiote, il y aura une réduction de la stéatose hépatique. L'enregistrement, on va voir avec Madame Gougam après si elle peut vous le donner, mon cher confrère. Ça dépendra de l'élévation de stade. Si l'élévation de transaminase au cours d'un traitement par statine, maintenant c'est au cas par cas. C'est une élévation qui est très élevée, donc c'est-à-dire c'est une intolérance aux statines. Vraiment, il y a eu des signes en rapport, l'intoxication aux statines, oui. Mais si c'est une cytolyse qui existait déjà en rapport avec la MASLD, au contraire, il y aura une amélioration du bilan hépatique, il y aura une amélioration de cette MASLD. Les statines ne sont plus contre-indiquées à cause d'une atteinte hépatique. Attention, sauf si j'ai vraiment une élévation qui est extrême par une intolérance à la statine elle-même. Mais les statines, au contraire, il s'est avéré qu'ils améliorent la masse. Et les dernières recommandations, ils disent attention, il ne faut pas dire il a la cytolyse hépatique parce qu'il a le syndrome métabolique, je n'en pas la statine. Au contraire, je dois mettre mes statines pour corriger l'hypercholestérolémie, euh, pour améliorer mon syndrome métabolique. Les fibrates, c'est pour le triglycéride, effectivement. Là, c'est au cas par cas. Selon le type de dyslipidémie, je peux utiliser les statines, les fibrates. Il y a des recommandations pour la dyslipidémie. Bien sûr,
C'est le but de ma communication. Pensez à la MASLD et ne pas la banaliser. Si vous avez un syndrome métabolique, un diabétique, recherchez la stéatose hépatique. Elle est de plus en plus fréquente et de plus en plus, si vous avez remarqué, on a des patients cirrhotiques qui viennent en consultation, on ne trouve aucune étiologie. Si on fait l'histoire pondérale de ces patients et l'histoire clinique de ces patients, c'est des patients qui étaient obèses, c'est des patients qui avaient des problèmes du syndrome métabolique, qui ont peut-être même on va retrouver une ancienne échographie qui parle de stéatose hépatique, mais qui n'ont pas été correctement suivies. Souvent, on a une banalisation de cette pathologie. On vit avec, mais c'est une pathologie qui est très insidieuse. Alors, si on ne fait rien, si on ne corrige pas les facteurs métaboliques, la pathologie, elle est là, la fibrose, elle est là. Elle va déséquilibrer le diabète, elle va entraîner des maladies cardiovasculaires et elle va entraîner des cancers extra-hépatiques. Je vous remercie, moi aussi. Les contre-indications des médicaments, il n'y a pas de contre-indication en particulier à un médicament. Il n'y a pas encore de masse, non. C'est une stéatose hépatique. Même en cas de cytose, je vous ai dit, même les statines peuvent être utilisées. Au contraire, moi, j'ai besoin de normaliser mon taux de cholestérol et d'augmenter mon taux d'HDL cholestérol. Les patients sous statine, est-ce qu'on surveille le bilan hépatique? De toute façon, le bilan hépatique, c'est un bilan de routine. Je le demanderai dans la surveillance de mon patient avec le reste du bilan métabolique. Je le demande, je le surveille. S'il a une anomalie, j'élimine un virus, j'élimine une maladie auto-immune, j'élimine. Si maintenant c'est la statine qui me l'a donné, si c'est inférieur à 2 fois la normale, l'intérêt de la statine est plus élevé. Vous voyez, si j'ai un bilan hépatique perturbé déjà par la stéatose hépatique, ça peut perturber mon bilan. Au contraire, le traitement par statine est recommandé parce qu'il va améliorer cette fonction hépatique. Elle régresse, effectivement. J'ai répondu déjà à cette question. Il s'est avéré par les études que l'amaigrissement du patient fait régresser la stéatose hépatique et fait régresser la fibrose hépatique. La stéatose hépatique, elle peut régresser. Elle peut régresser, c'est une maladie qui est réversible. Même la fibrose hépatique au stade évoluer, elle ne va pas régresser complètement, mais elle va être réduite. J'aurai moins, si elle passe au stade F3, F4, s'il suit le régime géodétique, j'aurai moins de complications de la cirrhose, par exemple. J'aurai pas un CHI qui va s'installer. J'aurai pas de signe d'hypertension portale. J'aurai pas de rupture de varices œsophagienne, si vous me suivez. Donc, même au stade avancée de fibrose hépatique, les règles géodiététiques sont efficaces. Et au stade initiaux, j'aurai une réversibilité qui est totale. Je peux avoir un foie sain à partir d'un stade initial de fibrose hépatique. C'est la réversibilité totale avec un amaigrissement et un bon équilibrage du diabète. Est-ce que la fibrose est réversible uniquement en cas de stéatose hépatique? Stéatose hépatique, c'est la MASLD. MASLD, c'est tous les stades. J'ai la MASLD, tous les stades. Inflammation MASH. MASH, elle est pourvoyeuse de fibrose F1, F2, F3, F4. Je répète encore, la fibrose hépatique, oui, elle est réversible actuellement. J'aurai moins de fibrose hépatique si le patient perd du poids et si le patient équilibre ses paramètres métaboliques. Oui. Et la stéatose hépatique, la surcharge graisseuse aussi, je vous ai dit, elle va s'atténuer. Si j'ai une imagerie qui n'est pas courante l'IRM, je vais quantifier la surcharge graisseuse, elle va être réduite avec les mesures régionodiététiques. Et échographiquement, après une année, par exemple, j'aurai une intensité moindre de la stéatose hépatique, j'aurai une moindre échogénicité et je peux avoir même des plages de foie sain sur un fond de stéatose hépatique, c'est-à-dire stéatose hépatique qui commence à régresser. Voilà. Très bien, je viens de répondre. Là, si par exemple, j'ai un taux d'alerte qui s'élève jusqu'à 5 fois la normale, là, il faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe? Une cytolyse qui est significative. Est-ce que vraiment, il faut être sûr que ce sont les statines qui sont en rapport? Mais si j'ai une cytolyse minime, c'est à surveiller. Moi, je ne vais pas anticiper pour arrêter les statines. D'ailleurs, même en cas d'atteinte hépatique, il s'est avéré que les statines améliorent la stéatose hépatique. Donc, la conduite pâturière, c'est ce que je viens de vous dire. Un syndrome métabolique, c'est la correction de tous les paramètres. Déjà, j'ai une éducation thérapeutique en cas de diabète et du prédiabète. C'est un régime alimentaire qui est équilibré, qui est enrichi en fibres. C'est le régime alimentaire méditerranéen normalement.
notre régime alimentaire. Donc, moins de graisse animale, pas beaucoup de viande, une fois par semaine, par exemple. Là, vous me demandez le traitement. Comment je vais traiter un syndrome métabolique chez un diabétique avec une stéatose hépatique? Ce qu'on vient de dire devant un docteur. Donc là, je dois, chez ce patient, premièrement, une évaluation. Je l'évalue sur le plan clinique. Une évaluation clinique, ça veut dire le poids, la taille, son IMC, euh, syndrome métabolique. Donc, est-ce que j'ai un prédiabète? Est-ce que j'ai un diabète? Donc, le profil de mon patient, est-ce qu'il a une dyslipidémie? Après, il y a le profil diététique aussi de ce patient, très important. C'est la deuxième approche médicale aussi qu'on néglige, nous les médecins. Mais c'est très important. C'est un patient qui a un problème métabolique, mais de quelle origine? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il consomme beaucoup? Est-ce qu'il y a des erreurs diététiques? Il sait, parfois, il te dit, je mange normalement et j'ai ce problème-là. Donc là, on doit faire un calcul des ingestats s'il est possible de calculer la ration de base de ce patient par des formules que les nutritionnistes connaissent, ou bien par InBody. Je peux utiliser InBody pour avoir les paramètres exacts de mon métabolisme de base. Après, qu'est-ce qu'on peut expliquer à notre patient? Plus il bouge, plus il a le droit à un certain, par exemple, il a un métabolisme de base qui nécessite 1700 calories, par exemple. Donc, s'il bouge, il fait de la marche et tout, on peut arriver à 2200 calories de besoins quotidiens. Et ces 2200 calories, ils doivent être répartis correctement. Donc, j'aurai la moitié sous forme de sucre. Et le sucre doit être, il faut insister, c'est du sucre qui ne doit pas être rapide. Du sucre lent. Le sucre lent, c'est l'amidon, c'est le blé complet. Donc, la moitié de ma ration, c'est du blé, mais de préférence du sucre, j'éviterai les sucres rapides, parce que ce sont les sucres rapides qui sont rapidement absorbés et qui entraînent une sécrétion d'insuline. Donc, j'aurai une insulino-résistance rapidement. Les sucres rapides sont pourvoyeurs de ça. Euh, donc, euh, donc ça, c'est le statut. Donc, c'est le statut anthropométrique et le statut nutritionnel. C'est très important. Donc, une fois j'ai mon statut nutritionnel que je dois corriger. Donc, s'il y a un excès d'ingesta, on doit les réduire. Et les réduire doucement. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui mangeait 3000 calories, je ne vais pas le ramener directement à 2000 calories. On passera par 2500. S'il réduit 500 calories par jour déjà, il peut avoir un amaigrissement long cours qui est progressif, mais qui est suivi par le patient. Il faut essayer de ramener les patients à suivre ce régime. Ce sera une hygiène de vie. Ce ne sera plus un régime strict, mais une hygiène de vie. On évitera le sucrerie si on a le droit de manger occasionnellement un sucre rapide, mais préférence, voilà, j'ai ma ration, 50% de sucre, de blé, le riz, par exemple. J'aurai mes 20% de protéines et 30% de lipides. Les lipides, par exemple, l'huile d'olive préférée des huiles qui sont saines. Oui, c'est un cas réel. J'ai vu des cas aussi de patients qui ne sont pas obèses avec une stéatose hépatique. C'est un patient qui est diabétique, mais qui est très mal équilibré. Une hémoglobine glyquée à 12, ça se voit qu'il est très mal équilibré. Là, c'est le traitement de son diabète qui prime. Il faut vraiment équilibrer son diabète. Et même s'il n'est pas obèse, il faut voir son alimentation. Parfois, c'est vrai, on n'a pas, parce que l'obésité, parfois, c'est une accumulation de graisse dans le tissu sous-cutané, mais il faut voir, est-ce qu'il n'a pas de la graisse viscérale? Est-ce que ce patient-là, il est en train d'accumuler de la graisse au niveau du foie, même s'il n'est pas obèse. Il y a des patients qui sont diabétiques ou qui sont dyslipidémiques, qui ont de la stéatose hépatique sévère. Et souvent, je ne l'ai pas dit dans mon topo, les patients qui ont une surcharge pondérale et qui sont stéatosiques, ils évoluent plus rapidement vers la fibrose hépatique qu'un patient obèse. Donc, il faut faire très attention chez les patients. Il faut essayer d'équilibrer. Et si ce n'est pas un régime, on fait l'enquête alimentaire, il y aura des erreurs diététiques. Même si le patient n'est pas en excès calorique. Par exemple, il mange des calories convenablement. Mais les calories, de quelle origine? Son alimentation est totalement déséquilibrée. Il prend beaucoup de sucre, il ne prend pas beaucoup du tout de protéines, par exemple. Il n'y a que le pain. Le pain, bien sûr, le pain blanc, c'est du sucre rapide. Vous le connaissez, vous le savez tous maintenant. Donc, il prend beaucoup de gâteaux, par exemple. Et c'est des sujets qui ont une certaine tendance alimentaire. Donc, il faut faire attention, même un sujet qui n'est pas obèse, il faut corriger. Là, c'est un régime c'est pas un régime restrictif, mais c'est un régime correctif. On va corriger la qualité des aliments. Quand il faut adresser un spécialiste, bon, la stéatose hépatique, elle peut être très bien suivie par un omnipraticien. Maintenant, si par exemple j'ai un diabète qui est très déséquilibré, que je n'arrive pas à équilibrer, je peux faire passer la main à un diabétologue, quelqu'un qui suit le diabète. Si j'ai par exemple une fibrose qui est avancée,
Je peux faire passer la main à un hépatogastro pour dépister le carcinome hépatocellulaire, rechercher les complications de l'HTP. Mais en général, à tous les stades de la stéatose hépatique, l'omnipraticien, c'est le pilier de la médecine et il pourra suivre ce patient. Ce n'est pas l'objectif de notre topo aujourd'hui. Il y a des maladies familiales, effectivement, de dyslipidémie. Oui, là, c'est un traitement aussi spécial de la dyslipidémie dans les pathologies familiales. Ils sont pourvoyeurs de stéatose hépatique. Non, pas à ma connaissance, la cholécystectomie, elle n'est pas décrite comme un facteur aggravant de la fibrose. Ce qui aggrave l'évolution vers la fibrose hépatique, c'est le diabète qui est mal équilibré, c'est l'obésité, c'est le surpoids, c'est tous les facteurs métaboliques. Et aussi, c'est la génétique. La génétique et l'épigénétique. Il y a il y a des sujets qui sont génétiquement protégés. Même ils ont la stéatose hépatique, ils ne vont pas faire sur plusieurs années l'évolution vers la MASH, vers la fibrose hépatique. D'autres patients, non. Bon, les statines, les fibrates, c'est ce qu'on utilise en pratique le plus souvent. Voilà, le traitement de la dyslipidémie. Donc, selon les recommandations, il y a des recommandations actuellement, selon les cibles des facteurs cardiovasculaires. La graisse animale à éviter, vous savez, moi, ce que j'ai tendance à dire à mes patients, qu'il n'y a rien à éviter. On n'évite pas. C'est la modération. Même si un patient, par exemple, c'est au cas par cas, un patient, par exemple, qui préfère euh, prendre quelque chose, par exemple, c'est la modération. Il peut prendre la moitié d'un gâteau, par exemple. Moi, je leur permets. Une noisette de beurre. C'est l'excès qui n'est pas bien. Par exemple, si tu manges beaucoup, c'est la quantité. Donc, la graisse animale, elle n'est pas interdite. La graisse animale. Il n'y ait pas d'excès. Parce que l'excès de graisse animale, elle est pourvoyeuse de cancer colorectal, par exemple. Toutes les protéines d'origine animale, la graisse et la provenance animale, elle est effectivement pourvoyeuse de cancer colorectal. Mais c'est l'excès. Mais une graisse animale une fois par jour ou une osette de beurre, par exemple, par jour, ça va pas. Au contraire, ça permettra de tolérer un régime si c'est un patient qui le veut. Par exemple, il y a des patients qui disent je ne peux pas m'en passer d'une tartine. On peut permettre une tartine. Mais une noisette de beurre, c'est la quantité qu'il faut réduire. Mais rien d'interdit. Il peut prendre un morceau de viande, par exemple, avec un petit peu de graisse animale, mais une petite quantité. Et c'est la quantité. C'est-à-dire, si je prends un peu de graisse animale, d'origine animale, qui est permis, je réduirais par exemple une graisse autre origine, je réduirais. C'est l'équilibre. Dans ma ration, il me faut 30 à 35% de lipides. Et je vais les répartir. J'ai droit à 2 cuillères à soupe, par exemple, de l'huile d'olive, un peu de graisse animale dans ma cuisson. Donc, c'est un équilibre diététique qu'il faut qu'il le suive, il faut qu'il comprenne, qu'il faut rééquilibrer son alimentation. Vous allez voir ici avec votre patient déjà, de faire un programme, c'est-à-dire vous lui dites qu'est-ce que vous mangez dans la journée. Vous allez voir les erreurs diététiques qu'il mange, et vous allez voir l'excès calorique qu'il est en cours, qu'il n'est même pas conscient. Le jeûne, il est très favorable, probablement pour la massite. Il y a des études qui le prouvent d'ailleurs. Le jeûne intermittent, notre jeûne islamique, c'est très favorable parce que il va permettre au foie de libérer les toxines. Donc, il lui donnera le temps de libérer les toxines. Mais il a ses règles aussi. Un jeûne intermittent, il a ses règles selon l'âge. L'alimentation doit être équilibrée. C'est-à-dire, il faut avoir. C'est un régime qui est conseillé. C'est un régime qui est conseillé. C'est un régime qui est assez équilibré. Contrairement aux régimes qui sont trop restrictifs. Par exemple, un patient qui prend bien une portion, un régime de 200 calories, de 300 calories par jour, ça, il n'est pas du tout indiqué. Même les régimes cétogènes, par exemple, un régime hyperprotéique. Ça, c'est des régimes qui sont très dangereux pour les reins. Il faut faire attention. Il faut un régime de type méditerranéen équilibré.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de médicament pour la MASLD. Il n'y a pas. Il faut équilibrer le syndrome métabolique. Maintenant, pour la dyslipidémie, c'est au cas par cas. Il faut voir les recommandations. Selon le type de dyslipidémie, on a des molécules et selon les cibles aussi à rechercher. Donc, selon le taux d'HDL, cholestérol à rechercher, selon les facteurs cardiovasculaires qui sont présents, j'ai une cible à atteindre et j'aurai un taux, une dose de statine ou de fibrate ou selon le cas, là, c'est une évaluation globale. Selon le cas, on utilisera la molécule qu'il faut en cas de dyslipidémie. Parfois, au stade initial de dyslipidémie, seul le régime diététique peut faire régresser à la dyslipidémie sans avoir besoin de traitement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Normalement, j'ai fait le tour de toutes les questions. Merci à vous. Le bon cholestérol, oui, c'est l'HDL cholestérol, un régime équilibré. Un régime type méditerranéen, par exemple, il va faire augmenter l'HDL cholestérol par rapport à l'LDL cholestérol qui est protecteur. Il y a un effet protecteur cardiovasculaire. Merci, madame, ça me touche. Par exemple, le bilan d'auto-immunité, si j'ai une patiente, la quarantaine, la cinquantaine, elle vient pour un bilan hépatique perturbé. Il faut savoir que le syndrome, que la MASLD, la stéatose hépatique, elle est très fréquente actuellement. Donc, le fait d'avoir une stéatose hépatique à l'échographie, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un autre bilan. C'est une patiente jeune, je ferai mes sérologies virales. Je peux faire dans ce contexte un bilan d'auto-immunité. Moi, je le fais. Une cytolyse, par exemple, une cytolyse à 2, 3 fois la normale, je dois rechercher son origine. Je ne me limite pas à la stéatose hépatique. Parce qu'il n'y a pas d'autre origine qui est pour la stéatose hépatique, c'est très fréquent actuellement. Elle peut avoir la stéatose hépatique avec une maladie auto-immune. Exactement. C'est bien dit. C'est l'apport d'éducation diététique et activité physique. C'est le seul traitement actuellement. La maladie cœliaque, il y a de la stéatose hépatique, on voit encore de la maladie cœliaque, mais c'est pas ça dépend. J'ai deux stéatoses hépatiques ou de la maladie cœliaque. Soit sur une stéatose hépatique, j'ai l'impression qu'il est malnutrie, c'est le signe de malnutrition. Là, si je corrige ma maladie cœliaque, elle va disparaître. Attention, à la maladie cœliaque, qu'on met sous le régime sans gluten, qui est correctement suivi, il y aura un excès pondéral. L'excès pondéral, parfois, il sera rapide après la mise du patient sur le régime sans gluten parce qu'il n'absorbe rien. Après, il absorbe. Et là, j'ai vu des cas de stéatose hépatique après correction. Donc là, c'est l'équilibrage alimentaire. Un régime sans gluten, mais qui est équilibré, qui n'est pas très riche en sucre rapide. C'est ça, la stéatose hépatique qu'on voit après régime sans gluten. Merci à vous, docteur. Merci à vous aussi. La cholécystectomie, j'ai déjà répondu. Elle n'a pas d'effet ni positif ni négatif sur la stéatose hépatique. Seulement, la cholécystectomie, au cours de la lithiase vésiculaire, ça peut être associé à un problème de dyslipidémie. Les dépôts, les dépôts de calcul biliaire. Donc, si on corrige aussi, il y a des régimes aussi qui visent à faire maigrir le patient pour éviter la complication. Mais la cholécystectomie elle-même, elle n'a pas d'effet sur la stéatose hépatique, c'est pas la physiopathe. Non. Il n'y a pas de traitement à part le régime alimentaire et l'activité physique. C'est le véritable traitement à prescrire sur ordonnance. On prescrit une réduction des sucres rapides, un équilibrage alimentaire, plus qu'un régime. J'aime pas le mot régime, un équilibrage, parce que les patients, quand on vous met leur journal alimentaire, il faut apprendre maintenant, nous, en consultation en tant que médecin, de faire un journal alimentaire. C'est devenu une véritable approche thérapeutique actuellement. On peut s'entraîner d'un diététicien. Donc, un journal alimentaire, et le patient il va nous écrire, par exemple, durant 3 jours, qu'est-ce qu'il a mangé exactement. Il faut leur dire qu'il ne supprime rien. Et il écrit là, le morceau, combien de morceaux de pain il a mangé. Et vous allez voir les surprises. Le patient, il vous dit carrément, je ne mange pas grand-chose, je mange comme tout le monde. Mais après, quand il écrit, il voit qu'à 10 heures, il a pris une collation, qu'il a pris un gâteau juste après avoir mangé. Il a pris un autre gâteau avec le café au lait à 4 heures. Et là, c'est ces erreurs-là qu'on doit corriger. Et on doit faire des substitutions. Par exemple, au lieu de prendre un gâteau sucré,
qui est certainement fait avec du sirop de maïs, on peut prendre par exemple un fruit, une orange, une mandarine. Et il y a du sucre, mais c'est du sucre qui est bien digéré, qui n'est pas pourvoyeur de stéatose hépatique. Même les fruits, il faut la modération, mais c'est beaucoup mieux. C'est des éléments qui sont nutritifs. Merci à vous, docteur. Ouais, je suis professeur. Très bien, je réponds toujours aux questions. Il y a une question sur les transaminases qui augmentent suite à des médicaments. Là, c'est la toxicité médicamenteuse. Oui, c'est notre palier. Est-ce qu'il a des répercussions sur les antituberculeux? De toute façon, dans le traitement antituberculeux, on surveille le bilan hépatique systématiquement. Et il y a juste, il y a une conduite à rechercher, elle est bien planifiée par le ministère. C'est-à-dire, on fait un bilan initial. Si le bilan est normal, je mets mon traitement et je surveille mon bilan hépatique. S'il n'est pas très élevé, je peux surveiller mon patient. Si ça dépasse 7 fois la normale, là, je fais une réduction des antituberculeux et une réinitialisation progressive. Je ne peux pas vous répondre j'ai déjà répondu pour citrate de bétaïne. Je vous ai dit, il y a un effet qui a été décrit, qui l'améliore en stéatose hépatique, mais rien n'est certain. Un médicament, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'essai thérapeutique en 3 phases pour savoir. D'ailleurs, les médicaments qui ont été essayés, quelques leurs solvants, c'est des antifibrosants, effectivement, mais ils n'ont pas réduit l'évolution, ils n'ont pas réduit la mortalité, donc n'ont pas eu l'AMM pour le traitement. Donc, vous voyez, donc j'ai aucun médicament qui vise la stéatose hépatique. Je peux améliorer mon microbiote intestinal, qui est pourvoyeur de stéatose hépatique, par un régime riche en fibres, par exemple. Ça, c'est intéressant. Très bien. Donc, un bilan hépatique normal n'élimine pas une stéatose hépatique, il n'élimine pas une atteinte inflammatoire en cause de la stéatose hépatique, il n'élimine pas une mâche. Je peux avoir une mâche qui s'est installée avec une cytolyse hépatique inexistante. Étiologie de la stéatose, donc aujourd'hui, je vous ai donné la stéatose métabolique, on a parlé de la stéatose métabolique. D'autres origines, il y a l'alcool qui est cause de stéatose hépatique aussi. Donc, il y a aussi les stéatoses hépatiques d'origine, d'autres origines. Certains médicaments entraînent la stéatose hépatique. La stéatose hépatique qui est associée à certains virus, comme par exemple le virus d'hépatite C, qui est associé à la stéatose hépatique. Il y a beaucoup d'étiologies, je vous ai montré un tableau. Donc là, c'est des diagnostics différentiels. Mais en général, si mon patient n'a pas d'hépatite virale et ne prend pas d'alcool, c'est la stéatose métabolique qui est la plus fréquente. L'effet bénéfique du régime, il sera rapide. Déjà, si je réduis les paramètres, un amaigrissement, par exemple, de 3%, il va réduire déjà la stéatose hépatique. Si j'ai de l'inflammation, j'ai une MASH, un régime alimentaire qui réduit le poids de 7%. En plusieurs mois, c'est progressif, il va réduire les phénomènes inflammatoires. Et un régime hypocalorique qui va réduire le poids de 10%, j'aurai déjà une réduction de la fibrose hépatique très importante. Cette fibrose hépatique qui est pourvoyeuse de toutes les complications. Vous savez, attention à la phytothérapie parce qu'on ne connaît pas grand-chose. S'il y a eu des travaux jusqu'à la phase 3 qui ont été faits dans de grands centres et n'ont pas trouvé de médicaments qui ont l'AMM, je ne pense pas qu'une plante qui va améliorer. Peut-être que ce sont des plantes, la phytothérapie, il faut toujours une modération. Peut-être qu'ils vont améliorer le microbiote intestinal, mais il faut connaître, il faut étudier. Il faut pas, moi, je vous dis, j'ai vu dans mon cursus des patients qui ont décidé par des hépatites fulminantes parce qu'ils ont pris des tisanes, qu'ils ont pris des préparations. Moi, je suis très méfiante parce que si j'ai une phytothérapie qui est étudiée, ça veut dire la dose, elle est bien étudiée, on peut peut-être conseiller des choses qui vont permettre d'améliorer le microbiote, permettre d'améliorer notre métabolisme, mais comme ça, directement des aliments, si c'était maintenant, si c'est la phytothérapie c'est à base de légumes, là, tout est permis. Un régime riche en légumes, que ce soit, quel que soit le type de légumes, c'est une bonne chose, particulièrement parce qu'il a un effet antioxydant. Toutes les fibres ont un effet antioxydant, oui. C'est riche en nutriments antioxydants. Là, je suis d'accord pour un régime riche en fibres, quel que soit le légume prescrit.
Là, non, c'est une cirrhose hépatique avec atteinte virale. Attention, pour les virus hépatotrophes, il y a une association avec un syndrome métabolique qui a été établi. Et le syndrome métabolique, l'obésité en particulier, l'obésité et le surpoids, ils réduisent l'efficacité des traitements antiviraux. Ça a été prouvé. Donc, si j'ai un patient qui a une hépatite virale associée à des problèmes métaboliques, je dois gérer l'obésité, je dois gérer le diabète pour améliorer déjà l'effet du traitement de cette hépatite. Maintenant, la stéatose hépatique, elle peut être en rapport avec le problème métabolique qu'il y a. Là, c'est des origines qui sont mixtes. Mais le virus, par exemple, de l'hépatite C lui-même, il peut entraîner une stéatose hépatique sans qu'elle soit d'origine métabolique. Donc, je peux avoir les deux. Mais dans tous les cas, c'est la prise en charge, elle est la même. J'ai des recommandations de traitement de l'hépatite virale à suivre. Donc, on a un calcul de la charge virale. On a la charge virale, on aura un suivi des patients. Mais qui va pas changer, si j'ai des paramètres métaboliques perturbés, leur amélioration permettra un meilleur traitement de l'hépatite virale. Donc, même le problème du surpoids, de l'obésité et tout, il interfère même avec les maladies virales, même avec les maladies auto-immunes. Si j'améliore le poids, j'aurai une meilleure réponse au traitement. Le syndrome des ovaires polykystiques, ils s'inscrivent dans le syndrome métabolique et sont secondaires à une résistance à l'insuline. Ils s'inscrivent avec le prédiabète et tout. Donc, ils sont à rechercher chez la jeune fille. En particulier, c'est lié à des perturbations hormonales liées au stress oxydatif. Donc, quand j'ai cité les maladies qui sont associées à la stéatose hépatique, le syndrome des ovaires polykystiques est ici associé et le traitement, c'est la même. C'est le même. C'est de gérer toujours les paramètres métaboliques. Oui, la stéatose hépatique, c'est les diagnostics, c'est l'échographie. C'est un examen qui est très simple, qui est répétitif. C'est l'échographie abdominale. Après, je ferai mon évaluation. C'est un patient, est-ce qu'il est à haut risque? Est-ce que c'est un patient qui est âgé? Est-ce qu'il y a des paramètres métaboliques? Si j'ai une fibrose ce serait l'idéal. Je mesure directement l'élasticité du foie. Sinon, je vous ai dit, je vous invite chacun d'entre vous à avoir un NFS et un FIB4 sur le téléphone. C'est facile, j'ai tous les paramètres. Donc là, déjà, en utilisant ces paramètres-là, je vais voir mon degré de fibrose hépatique. Le plus souvent, ça sera un F0. Je n'aurai pas de fibrose, mais il faut expliquer au patient, même s'il n'est pas au stade de fibrose hépatique, peut-être l'inflammation est déjà là. L'activité est déjà là de la maladie. Donc, il faut la réduire. Très bien. Je peux avoir une CRP élevée. Il y a une multitude de causes d'avoir une CRP élevée. Il y a de l'inflammation chez l'obèse, mais je vous ai expliqué que ce n'est pas l'inflammation. Par exemple, j'aurais une CRP élevée par un problème articulaire qui s'associe souvent. J'aurais de l'inflammation. C'est des patients obèses, par exemple, au syndrome métabolique, ils font de l'inflammation. Ils font de l'inflammation chronique. Mais en général, c'est une information de bas grade. Ce n'est pas la CRP qui va la montrer. C'est une information de bas grade. Elle est basée sur des cytokines qui vont entraîner un stress oxydatif, qui sont pourvoyeurs du diabète, du prédiabète. C'est l'insulinorésistance. C'est un stress qui est oxydatif. C'est la mitochondrie qui n'arrive plus à gérer. Parce que normalement, quand on a une agression cellulaire, la cellule, elle se défend. Quand elle n'arrive pas à se défendre, c'est les phénomènes d'oxydation qui vont primer. Et ces radicaux livres qui sont synthétisés sont très toxiques. Ils sont pourvoyeurs du prédiabète et du diabète. L'hémochromatose, c'est une surcharge en fer. Oui, elle est pourvoyeuse de la cirrhose et du cancer. Effectivement, c'est un diagnostic autre de la cirrhose hépatique. Merci, vous aussi, vous êtes à la hauteur. Merci. Merci pour tous mes collègues, vous êtes à la hauteur. C'était un grand plaisir. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je suis ouverte à toute discussion. Même, je peux vous laisser mon email si vous avez des patients, si vous avez des problèmes à gérer des malades. Notre service est ouvert. C'est le service du métabolisme. Vous êtes tous les bienvenus. Je vais voir avec Madame Bougam si elle peut partager la communication. Il n'y a aucun souci. Ce serait un plaisir de la partager avec vous. Oui, il n'y a pas de problème. روحي تحت في الفيشير وين كاين un carré. C'est écrit fichier, la discussion, où il vous l'envoyez. Très bien. Alors, je vais le faire tout de suite après. D'accord. Là, il y a une diversité de professionnels. Qu'est-ce que le... Pardon. Est-ce que
là où le rôle de généraliste s'arrête. Vous savez, l'omnipraticien, c'est le pilier de la médecine. Au stade de la stéatose hépatique et peut la suivre à tous les stades. Quand est-ce qu'on fait intervenir un spécialiste? C'est quand ça le dépasse. Il n'arrive pas à gérer une complication. Par exemple, j'ai une fibrose significative. Là, il faut dépister les complications de la cirrhose. Il faut rechercher l'hypertension portale. Il faut rechercher l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, je peux orienter un spécialiste pour une endoscopie digestive, par exemple, pour un échodoppler hépatique. Je ferai un échodoppler hépatique pour rechercher ici l'hypertension portale. Je vois la gravité de la cirrhose hépatique. Le spécialiste aussi, il peut intervenir aussi pour équilibrer le syndrome métabolique. Parfois, un diabète qui ne répond pas. J'augmente la dose de traitement, je n'arrive pas à répondre. Là, il faut un avis pour rééquilibrer. Une éducation thérapeutique qui est chapeautée par un spécialiste, par exemple. Même un omnipraticien, moi j'aime bien le terme omnipraticien parce qu'il touche à tout. Et je le dis encore, c'est le pilier. Il faut qu'il soit bien informé. C'est le plus important. Mais sinon, le spécialiste il va intervenir dans le cas où on n'arrive pas à équilibrer. Ou bien au cas de fibrose qui est avancée. Fibrose avancée, il faut un avis d'un spécialiste pour dépister justement les complications. Mais sinon, Madame Bogam, l'omnipraticien, il peut suivre très bien ses patients. Très Merci bien. à vous. Tu as plein de merci, hein.